Bienvenue dans un voyage fascinant où les frontières entre la science et le mystère se brouillent. Aujourd'hui, nous plongeons dans le livre « La lévitation du corps humain » d'Albert de Rochas-d'Aiglun, un texte captivant qui explore l'un des phénomènes les plus énigmatiques de notre histoire, la lévitation. Imaginez un instant pouvoir défier les lois de la gravité, ces lois immuables qui nous maintiennent ancrés au sol, et s'élever dans les airs, portés par des forces invisibles et mystérieuses. Ce livre nous invite à découvrir des cas réels où des êtres humains ont accompli cet exploit presque magique. Albert de Rochas, ingénieur militaire et passionné par les phénomènes paranormaux, a consacré une grande partie de sa vie à enquêter sur ces manifestations qui défient la logique. Dans ce texte, il nous présente une compilation minutieuse de récits historiques, d'expériences documentées et de témoignages troublants. Nous découvrons des saints mystiques en lévitation, des yogis pratiquant des arts ancestraux pour défier la gravité, et même des médiums qui semblent flotter dans l'air lors de séances de spiritisme. Ce qui rend cette œuvre fascinante, c'est la rigueur avec laquelle de Rochas aborde ces phénomènes. Loin de se contenter de simples récits anecdotiques, il cherche à comprendre les mécanismes sous-jacents, à dévoiler le lien profond entre l'esprit humain et des forces encore mal comprises de la nature. Nous y apprenons que la lévitation, bien qu'inexpliquée scientifiquement à ce jour, pourrait bien être une manifestation d'énergie psychique ou spirituelle. Dans ce livre, la lévitation devient bien plus qu'un phénomène mystérieux. Elle symbolise une connexion transcendante entre l'homme et l'univers, un pont entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le spirituel. Albert de Rochas nous ouvre les portes d'une réflexion profonde sur les capacités encore insoupçonnées de l'esprit humain et sur les limites de la science moderne. Si vous êtes prêt à remettre en question vos certitudes sur la réalité physique qui nous entoure, alors ce voyage dans les mystères de la lévitation est fait pour vous. La lévitation du corps humain, de Albert de Rochas-d'Aiglun. Chapitre 1. On désigne aujourd'hui sous le nom de lévitation du corps humain le phénomène qui consiste dans le soulèvement d'un corps vivant sous l'action d'une force encore indéterminée, soulèvement qui va jusqu'à produire une suspension plus ou moins longue dans l'air sans aucun contact avec le sol. J'ai publié en 1897 une brochure où étaient relatés plus ou moins sommairement les cas que j'avais pu recueillir. J'ai cité, d'après les histoires ecclésiastiques, plus de 60 saints ou bienheureux chez qui le phénomène se reproduisait fréquemment. On en trouve également de nombreux exemples chez les mystiques de l'Orient, comme chez ceux de l'Occident. De nos jours, on a pu l'observer avec toutes les garanties désirables chez certains médiums. Moi-même, j'en ai été témoin 2 fois. Le fait peut donc être considéré comme certain. L'explication reste seule à trouver. Tantôt on pourrait l'attribuer à une simple force physique, se développant dans l'organisme du sujet, sous l'influence de causes morales et agissant comme un courant magnétique ou odique qui repousse un courant semblable existant dans le sol. Tantôt il semble dû à une entité intelligente et invisible qui soulève le sujet, comme le ferait un homme ordinaire. De nouveaux documents m'étant parvenus, il m'a paru utile d'en faire connaître les principaux à ceux que cette question intéresse. Ce n'est en effet que par l'examen comparatif des circonstances dans lesquelles se sont produits ces phénomènes qu'on pourra essayer d'en déduire une théorie. Ils sont du reste si étranges par eux-mêmes que la multiplicité des témoignages parviendra seule à en faire admettre la réalité. Mais, a dit Herschel, les yeux du parfait observateur doivent toujours être ouverts pour ne laisser passer aucun phénomène en opposition avec les théories régnantes, car tout phénomène de ce genre marque le début d'une nouvelle théorie. Chapitre 2. On sait que les sorcières passaient pour avoir une légèreté surnaturelle qu'on constatait soit par l'épreuve de l'eau, soit par celle de la balance. Pour la première épreuve, on liait la malheureuse avec des cordes et on la jetait à l'eau. Si elle surnageait, elle était déclarée coupable et on la brûlait. Si elle enfonçait, elle était reconnue innocente et se noyait. Pour la seconde épreuve, on plaçait l'accusée dans un des plateaux d'une balance, dont l'autre plateau supportait une Bible. D'après Baudin, il était admis que toute personne plus légère qu'une Bible d'église était adepte de Satan. Chez les Cambodgiens, on soumet également la femme accusée de sorcellerie à l'épreuve de l'eau. On la jette au fleuve. Si elle enfonce, elle est proclamée innocente et remise en liberté. Si elle surnage,
c'est qu'elle est soutenue par des démons. Dans ce dernier cas, on la saisit et on la livre au juge. Le clerc, la sorcellerie chez les Cambodgiens. Le docteur Kerner rapporte que, quand la voyante de Prévorst qu'il soignait était en transe et qu'on la mettait au bain, on voyait ses membres, sa poitrine et la partie inférieure de son corps émerger involontairement de l'eau en vertu d'une étrange élasticité. Les personnes qui la soignaient faisaient tous leurs efforts pour maintenir son corps sous l'eau et ne pouvaient y parvenir. Si, à ce moment, elle était tombée dans une rivière, elle n'aurait pas pu s'y enfoncer plus qu'un morceau de liège. La somnambule du docteur Koreif, qui ne savait pas nager, se maintenait très bien sur l'eau à l'état de somnambulisme. Elle s'y trouvait comme dans son élément et manifestait une joie excessive. Il en était de même d'une somnambule du docteur Despines qui restait à plat sur l'eau comme une planche. En Irlande, un garde-côte remarqua, un jour, un individu nageant dans la mer. Un canot sortit et alla recueillir le nageur. On reconnut en lui un somnambule qui avait nagé ainsi à une distance du rivage d'1,5 mille. Le docteur Henri Goudard a étudié, dans les Annales des sciences psychiques, année 1895, le sias d'une jeune américaine, Miss Abbott, qui vint en 1892 donner à Paris des représentations. Elle pouvait se rendre lourde ou légère à volonté et communiquer cette propriété à d'autres personnes. C'est ainsi qu'elle soulevait de terre, en la prenant entre ses 2 mains ouvertes, sans pression, une chaire chargée de 5 personnes groupées de manière à ne pas toucher le sol. Cette jeune fille était toute petite et pesait, dans son état normal, 45 kilos. Quand elle voulait se livrer à ces exercices, elle se tenait immobile pendant un instant, le regard fixe dans l'espace. Tout à coup, un éclair semblait passer dans ses yeux. Une secousse à peine perceptible agitait son corps et elle entrait dans une sorte de transe où elle restait en relation avec le milieu ambiant. La revue d'études psychiques de M. César de Vesme parle d'un CAS analogue qui aurait été observé tout récemment aux États-Unis. Il s'agirait d'une fillette âgée de 12 ans appelée Stella Lundelius et fille d'un photographe d'origine suédoise établi à Port-Jervis. Depuis sa plus tendre enfance, elle jouissait de la faculté d'accroître à volonté le poids apparent de son corps. Pour produire le phénomène, Stella appuie le bout du doigt sur le poignet, le front ou le cou de l'expérimentateur. Alors, plusieurs hommes en unissant leurs efforts ne parviennent pas à la soulever de terre, bien que normalement elle ne pèse pas plus de 30 kilos. Ces expériences ayant fait du bruit, M. Lundelius fut invité à amener sa fille à New York pour y être étudié par un comité de médecins. Après de longues et minutieuses expériences, le comité a fait un rapport détaillé dans lequel il conclut à la réalité du phénomène et propose pour explication la différence maintes fois constatée entre le poids vif et le poids mort. Il cite comme exemple le fait du cavalier qui se fait plus léger sur son cheval et celui du soldat qui, porté sur un brancard à l'hôpital, se laisse aller et devient si pesant que ses camarades protestent et lui demandent de se faire moins lourd. André Mollers cite une femme qui vivait en 1820 et qui, se trouvant en état magnétique, s'enleva soudain de son lit dans l'air, en présence de nombreux témoins, et plana dans l'espace à la hauteur de plusieurs mètres, comme si elle allait s'envoler par la fenêtre. Les assistants prièrent Dieu et elle redescendit. Horst, conseiller privé, parle d'un homme dans les mêmes conditions qui, en présence de plusieurs témoins respectables, s'éleva en l'air, plana au-dessus des têtes des personnes présentes, de telle sorte qu'ils coururent derrière lui, afin d'éviter qu'il ne se blessât lorsqu'il retomberait. L'empereur François, époux de Marie-Thérèse, avait à sa cour un médium nommé Schindler, qui possédait l'art de s'élever à volonté dans les airs sur commande. Le monarque fit un jour enlever le grand lustre de l'une des hautes salles du bourg de Vienne, et, au crochet resté dans le plafond, fut suspendue une bourse contenant 100 ducats. Il devait être la rémunération de Schindler s'il était capable de décrocher cette bourse sans échelle. Aussitôt il se mit à l'œuvre. Il fut saisi de convulsions épileptiformes, se démenant des bras et des jambes, et finalement l'écume aux lèvres, et avec un tremblement général, s'éleva lentement dans les airs. Il réussit à saisir la bourse, après quoi son corps s'étendit horizontalement comme pour se reposer, et descendit lentement en planant. Le célèbre médium anglais Eglinton a raconté lui-même, dans le numéro du 4 juin 1886 du journal « Le Médium »,
une lévitation qu'il subit au cours d'une séance la cour de Russie. Après le thé, on passa dans une chambre où prirent place, en se tenant par la main, l'empereur, l'impératrice, le grand-duc et la grande-duchesse d'Oldenbourg, le grand-duc et la grande-duchesse Serge, le grand-duc Vladimir, le général Richter et le prince Alexandre d'Oldenbourg. Les lumières furent éteintes et les manifestations commencèrent. La plus frappante fut une voix qui s'adressa en russe à l'impératrice et causa avec elle pendant quelques instants. Une forme féminine fut aperçue entre le grand-duc Serge et la princesse d'Oldenbourg, mais elle disparut bientôt. Je commençai alors à m'élever dans l'air, tandis que l'impératrice et la princesse d'Oldenbourg continuaient à me tenir la main. La confusion devint indescriptible lorsque, m'élevant de plus en plus haut, mes voisines durent monter sur leurs chaises afin de me suivre. Cette idée qu'une impératrice était obligée de poser ainsi à l'antique, au risque de se blesser, était peu propre à maintenir l'équilibre mental du médium, et je demandai plusieurs fois qu'on levât la séance. Mais ce fut inutilement et je continuai à monter jusqu'à ce que mes 2 pieds touchassent 2 épaules sur lesquelles je m'appuyais et qui étaient celles de l'empereur et du grand-duc d'Oldenbourg, ce qui fit dire à l'un des assistants « C'est la première fois que l'empereur se trouve sous les pieds de quelqu'un. » Lorsque je fus redescendu, la séance fut terminée. Le journal de Francfort, du 6 septembre 1861, contient l'entrefilet suivant, emprunté au Gegenwart de Vienne. Un prêtre catholique entretenait dimanche dernier, dans l'église Sainte-Marie à Vienne, ses auditeurs de la protection constante que prêtent les anges aux fidèles commis à leur garde, et cela, dans un langage plein d'exaltation et d'images, avec une onction et une éloquence qui touchaient profondément le cœur des nombreuses dames et jeunes filles réunies autour de lui. Dès le commencement du sermon, une jeune fille d'une 20aine d'années manifestait tous les signes de l'extase, et bientôt, dit un témoin oculaire, les bras alternativement croisés ou élevés vers le ciel, les yeux fixés sur le prédicateur, elle fut aperçue de tout le monde se soulevant peu à peu de terre et demeurant à plus d'1 pied du sol jusqu'à la fin du sermon. On assure que le même phénomène s'était produit quelques jours avant, au moment où cette jeune personne recevait la communion. Miss Cook, le célèbre médium qui a servi aux séances de matérialisation chez M. Crookes, raconta, en 1872, dans une lettre adressée à M. Harrison, qu'en 1870, étant alors âgée de 14 ans, on la mena à une séance de spiritisme parce qu'elle voyait et entendait souvent des esprits invisibles pour tout le monde. Après plusieurs mouvements et lévitations de la table, une communication par coup frappé nous fut donnée, disant que si on voulait faire l'obscurité, je serais porté autour de la chambre. J'éclatai de rire, ne croyant pas que cela fût possible. On éteignit la lampe, mais l'obscurité n'était pas complète, car il entrait de la lumière par la fenêtre. Bientôt, je sentis que l'on me prenait ma chaise. Je fus soulevé jusqu'au plafond. Tout le monde a pu me voir en l'air. J'étais trop effrayé pour crier, et je fus porté au-dessus de la tête des assistants et déposé sur une table, à l'extrémité de la chambre. Ma mère demanda alors si nous pouvions avoir des phénomènes chez nous. La table répondit « Oui », que j'étais un médium. Monsieur l'abbé Petit, que beaucoup de mes lecteurs ont sans doute connu chez la duchesse de Pomard, m'écrivait récemment « Ce qu'il importe de déterminer dans tous ces phénomènes, c'est la cause qui les produit. Cette cause étant complexe, comme tous les agents de cette nature, doit être étudiée par le sujet lui-même en même temps que par l'opérateur si le phénomène est produit par un médium étranger. Dans le cas contraire, c'est que le sujet est plus ou moins médium, et c'est pour lui un devoir d'étudier ses sensations autant qu'il en est capable. En ce qui concerne la lévitation, je l'ai éprouvé de 2 manières différentes dans une église. Une fois, c'était un simple soulèvement que j'attribue à la dilatation du corps astral. Une autre fois, il y a eu transport. J'ai ressenti, dans le premier cas, un fourmillement intense dans les mains et les pieds, avec la sensation d'une force qui s'échappait. Dans le second cas, la sensation était toute différente. Il me semblait qu'une force étrangère m'attirait vers l'autel. Je pense que, dans le cas de transport, la force médianimique du sujet se soude à une force supérieure qui l'entraîne. Si la frayeur ne m'avait saisi, si je ne m'étais pas débattu, je serais probablement passé par-dessus la grille du sanctuaire. Ma frayeur a été si grande que j'ai failli en être malade.
Il m'en coûte de parler de moi. Je ne le fais qu'avec répugnance. Mais il serait à désirer que les personnes à qui surviennent, accidentellement ou non, quelques phénomènes de cette nature, en fissent l'aveu en toute sincérité. Cet aveu est très pénible. Aussi la plupart s'en cachent avec soin pour ne point s'attirer la réputation d'halluciné ou de visionnaire, épithète toujours désagréable. En tout cas, aucun de ces phénomènes n'est miraculeux. Rien dans ces faits, qui échauffent malheureusement les imaginations, n'est produit en dérogation des lois de la nature, mais tous relèvent d'une loi supérieure qu'on finira par formuler. Il faudra sans doute encore de nombreuses expériences avant d'arriver à ce résultat. Ce qu'il y a de déconcertant, c'est que les meilleures théories sont tout à coup bouleversées par un facteur inconnu qu'il est impossible de déterminer. L'Écho du Merveilleux a publié, dans son numéro du 15 mars 1899, sous la signature de M. Gustav Ferris, le compte-rendu d'expériences faites récemment dans un cercle très restreint. Le médium était une petite fille de 12 ans, nommée Jane, très bien constituée, bien portante et parfaitement élevée. Son état paraît rester toujours normal pendant les manifestations et suivant une observation déjà faite souvent, elle n'est pas la seule à fournir des éléments de force. Pour que les phénomènes se réalisent, les membres du cercle doivent être toujours les mêmes et se placer dans un ordre déterminé. Ces phénomènes comportent des déplacements d'objets sans contact, des apparitions lumineuses et des matérialisations qui sont hors de notre sujet. Je me bornerai à reproduire ici les parties du compte-rendu qui a trait aux lévitations du médium. Jane est debout sur la petite table. Mes deux mains effleurent sa robe un peu au-dessous des aisselles. Les trois autres assistants soutiennent les bras horizontaux du médium en touchant seulement les avant-bras. Sur notre demande, le médium est enlevé de 10 cm environ et retombe debout sur le plateau. Touchant seul le corps du médium et ayant les bras tendus, il m'est matériellement impossible de l'enlever dans cette position. Jane, du reste, déclare après chaque expérience de ce genre n'avoir senti de pression nulle part. Elle est enlevée de partout. J'insiste particulièrement sur ce point important. L'expérience précédente est répétée, mais alors que le médium a quitté le plateau, la table est renversée seule et Jane redescend lentement à terre. Je ne crois pas pouvoir, à ce moment, estimer son poids à plus d'1 kilogramme. Un soir de lévitation du médium, une surprise nous est annoncée pour la fin de la séance. Le médium est alors placé debout. J'ai les deux mains un peu au-dessous de ses aisselles. Mes amis tiennent les mains et les avant-bras. Je sens tout à coup, par un mouvement des épaules, que le corps a pris une position horizontale. Les pieds joints venaient de quitter brusquement le sol et avaient décrit un quart de cercle autour d'une épaule comme centre. Enlevant vivement ma main gauche, tout en conservant la droite sous l'aisselle gauche du médium, je l'étends dans la direction du corps et constate la position horizontale de celui-ci sans qu'aucune main ne le soutienne. Ce résultat est obtenu 3 fois de suite. Enfin, je rappelle, pour terminer l'exposé de ce genre de phénomène, un fait analogue à celui dont parle monsieur le docteur Corneille dans son article de février. Jane est debout, les 2 pieds posés sur mes genoux. Je place une de mes mains sur chacune de ses chaussures. On effleure comme toujours la robe et les bras. Je demande une lévitation du médium. Le poids du corps de celui-ci ne tarde pas à décroître sensiblement, devient nul, et finalement, les pieds quittent mes genoux pour y retomber bientôt. J'essaye l'épreuve contraire. Je demande maintenant une augmentation de poids. L'expérience réussit pleinement. Les pieds pressent si fortement qu'ils déviennent et m'obligent à les tenir serrés. Je constate d'une main que, par leur position, mes amis ne peuvent nullement contribuer à la production de ce phénomène. Sans exagération aucune, le poids du corps est doublé. Je rappelle que le médium dont la nature aimante et douce reflète toute la belle franchise de l'enfance déclare ne sentir aucune pression, aucune poussée. Un fait curieux mérite d'être signalé avant que les pieds de Jane quittent le sol ou les genoux. Le corps s'allonge sensiblement et dans le cas d'augmentation de poids, le corps se tasse et doit certainement diminuer de longueur d'au moins 2 ou 3 cm. Voulant varier ces effets à l'infini, la table, dans ses réponses, semble s'ingénier à combiner d'autres phénomènes. Elle nous dit « Couchez Jane sur le plateau ». Mais disons-nous, ce n'est pas possible. Je veux la léviter au mur. Comment cela ? La table répond que le médium sera raidi
et qu'il nous faut mettre les mains légèrement en dessous. Nous suivons le petit meuble qui va prendre, en lévitant, une position convenable, puis Jane est étendue les reins portant sur la table, la tête et les pieds soutenus par nous quatre. Le corps perd bientôt de son poids. Nous ne le sentons plus sur nos mains qui effleurent seulement la robe. Il s'élève et fait horizontalement un mouvement de va-et-vient. Les pieds frappent le mur à chaque fois. Le médium rit et dit « Encore !» Pendant que Jane rebondit vers le mur, telle une balle de caoutchouc, j'aimais l'idée que la table ne servant plus à rien pourrait bien sortir du cercle formé par les assistants. Nous lui réservons un passage. Mais elle sort, seule évidemment, du côté opposé et va s'affaler avec bruit, dans un angle de l'appartement. Le poids du corps de Jane augmente et redevient normal. Un instant après, nous obtenons que l'expérience soit refaite, mais avec cette variante. Quand le médium sera en l'air et lévitera au mur, vous glisserez lentement vos mains vers la tête de sorte que la partie supérieure du corps reste horizontale, sans contact. Ainsi est fait. Jane continue les lévitations au mur jusqu'à ce que nos mains soient toutes remontées de la tête à la taille. Plus de la moitié du corps restait donc seul, soutenu par l'invisible. Puis le médium, couché dans les mêmes conditions que précédemment, est enlevé horizontalement, redressé et posé debout sur la table. Enlevé de nouveau, il tourne dans le plan vertical et se couche lentement. Pendant ce temps, nos mains, effleurant seulement la robe, n'ont qu'à suivre. Les mouvements sont lents et réguliers. Il est de toute impossibilité de les reproduire à force de bras, ainsi que nous l'avons essayé depuis. Monsieur le docteur Duzard, ancien interne des hôpitaux de Paris, a étudié dans un petit village du département du Nord une jeune fille de 17 ans qui était un médium extraordinaire sous des rapports divers. Voici ce qu'il m'écrivait, le 7 mars 1899, au sujet des phénomènes se rapportant à la question qui nous occupe en ce sens qu'on voit varier le poids des objets matériels sous l'influence d'une force inconnue. Maria ayant les mains à plat sur la table, les pieds de celle-ci qui sont de son côté se soulèvent. Un d'eux vient toucher sa robe, puis les deux autres s'enlèvent à leur tour, et la table ainsi complètement en l'air vient, sans le moindre effort musculaire de Maria, se poser sur la tête des assistants debout dans la salle. À la demande, on ne la sent pas du tout, ou elle pèse à faire crier grâce. Nous avons tous essayé de la soulever non pas en y imposant simplement les mains, ce qui est évidemment impossible, mais en l'empoignant vigoureusement par les bords. Nous n'y sommes pas arrivés. Il était intéressant et même nécessaire d'apprécier l'étendue des modifications de la pesanteur. J'ai apporté un peson à index et j'y ai suspendu la table. Libre, elle donne 17 kilos. À la demande, Maria portant les mains dessus la plateforme, elle arrive à peser 0, ou bien Maria posant les mains dessous, l'index descend lentement jusqu'à 40 kilos. Plus tard, la table s'agitant dans une vraie sarabande, on a constaté 50 kilos, point extrême du peson. Mais ceci ne compte pas, à cause des secousses. On connaît l'expérience du pèse-lettre, qui eut lieu à Lagnélas en 1895. Elle a été répétée en 1897 à Bordeaux chez M. Maxwell, qui m'a communiqué le procès-verbal rédigé par lui-même. Séance du 4 août 1897. Présent. Eusapia, médium. Madame A, Monsieur Maxwell. Monsieur de Ponto. Monsieur Denussé, docteur en médecine. Monsieur P, avocat. Lumière vert clair donnée par une lampe électrique placée dans une lanterne photographique. On distingue les moindres détails de l'appartement, sauf le dessous de la table à cause de l'ombre portée par le tableau. Eusapia est en corsage clair, celui qu'elle avait pendant le dîner. J'ai acheté dans la journée un pèse-lettre que j'apporte. Nous fait rester 2 ou 3 minutes les mains sur la table, puis approche ses mains du pèse-lettre, en faisant placer la main droite du docteur D sous la main gauche du médium. Le docteur D accuse une sensation de souffle froid qui s'arrête au bout d'un instant, puis recommence. Les mains d'Eusapia sont à environ 15 cm du pèse-lettre, de chaque côté, et dans le prolongement d'un diamètre du plateau. Eusapia fait 2 ou 3 fois un mouvement de haut en bas avec ses mains, face palmaire au-dessous. Or, la deuxième fois, le pèse-lettre est poussé à fond de course, ce qui exige une force de plus de 170 grammes. Eusapia prend la main gauche de M. de Ponto,
la place sous sa main droite et tente l'expérience avec lui. Elle demande s'il sent le souffle froid. Monsieur de Ponto répond que non. Après quelques instants, Monsieur de Ponto sent un souffle froid à l'annulaire et au petit doigt, les deux doigts de sa main la plus rapprochée du corps du médium. Le plateau s'abaisse et l'aiguille s'arrête à la division 20. Eusapia reprend la main droite du docteur D. Elle ne place plus ses mains dans le prolongement des diamètres du plateau, mais dans deux directions faisant un angle d'environ 120 degrés, dont le sommet serait au centre du plateau. Le docteur D a toujours sa main droite dans la main gauche d'Eusapia. Les extrémités des mains de celle-ci sont à environ 10 cm du bord du plateau et à environ 15 cm l'une de l'autre. Le plateau s'abaisse à 90 grammes et revient lentement à zéro. Dans les deux expériences précédentes, il était revenu brusquement à zéro. Eusapia essaye de faire lever le plateau. Ses mains sont dans le prolongement d'un diamètre du plateau. La face palmaire est, cette fois, en haut. Le plateau se relève. Dans cette position, la course du plateau est faible. Il est bloqué au bout d'un demi-centimètre. Monsieur P place son portefeuille en maroquin noir, pesant 70 grammes, sur le plateau. Eusapia recommence l'expérience dans les mêmes conditions de position des mains et de distance comptée à partir du bord du portefeuille. Après 2 ou 3 mouvements de ses mains de bas en haut, le plateau est relevé à bloc. Avant qu'on enlève le pèse-lettre, Eusapia fait remarquer que ces expériences sont celles qui lui plaisent le plus. Elle n'est pas endormie et se rend compte de tout ce qui se passe. Elle dit éprouver une sensation de froid dans le dos, le long de l'épine dorsale, puis dans le bras, et un fourmillement dans le bout des doigts au moment où le plateau s'abaisse. À Montfort-l'Amaury, ce phénomène s'est présenté sous une forme différente et assez originale. C'était également à la fin d'une séance. « On passe, » dit Monsieur de Fontenay, « dans la salle à manger. On s'assoit autour de la grande table. On prend du thé et des gâteaux. Il y a devant Eusapia un plateau chargé de tasses avec leurs soucoupes et leurs petites cuillères, un sucrier, une théière et divers menus objets, parmi lesquels une cuiller à entremets pesant 40 grammes. Celle-ci est posée à même le plateau, appuyée sur le rebord qu'elle dépasse de 6 ou 7 centimètres. Eusapia, qui attend sa tasse de bouillon, montre la cuiller à ses voisins et, comme pour s'amuser, la fait sauter en passant les deux mains de bas en haut à quelques centimètres à gauche et à droite de l'objet. Aussitôt on nous appelle, Monsieur Flammarion et moi, et Eusapia recommence. Nous sommes sous la pleine lumière d'une lampe et de plusieurs bougies. Tout le monde regarde. Eusapia renouvelle 2 ou 3 fois le geste de soulever quelque chose entre ses deux mains, qui passe chaque fois à 3 ou 4 centimètres au minimum de l'extrémité de la cuiller. Le premier mouvement n'amène aucun résultat. Au deuxième ou au troisième, la cuiller sursaute et retombe dans la même position. Nous prions le médium de recommencer une fois encore. Elle répète le même geste 2 ou 3 fois, mais sans succès, et frotte ses mains contre sa jupe comme pour les essuyer et les débarrasser de quelque impureté qui s'opposerait au passage de je ne sais quelle force. Puis elle renouvelle sa tentative. Les 2 premières passes ne produisent rien. La troisième amène un léger mouvement de la cuiller. À la 4e, elle saute en l'air complètement et se renverse bout pour bout sur le plateau. On applaudit, et Eusapia se met à rire et à plaisanter. Elle est, je le répète, complètement éveillée. Le livre de Monsieur de Fontenay contient une excellente photographie de lévitation de table et de nombreux détails sur d'autres mouvements à distance qui ont eu lieu en pleine lumière. À Montfort-l'Amaury, comme dans les autres groupes où elle a opéré, les spectateurs mettent généralement fin à la séance au bout de 2 ou 3 heures parce que le médium est complètement épuisé. Les spectateurs rompent la chaîne et on augmente progressivement la lumière. Eusapia sort alors peu à peu de l'état de transe, reprend l'usage de ses sens, se lève, marche, cause, et finit par paraître se trouver dans son état normal. Cependant, elle est toujours fortement chargée de force psychique, et c'est à ce moment qu'elle produit en pleine lumière des phénomènes qu'elle répète souvent plusieurs fois de suite au gré des observateurs. Elle vous dit par exemple de placer votre main sur une table, sur le dossier d'une chaise, puis elle place la sienne par-dessus, également à plat, et la lève. Alors, votre main et le meuble qui est au-dessous suivent le mouvement, et le meuble reste ainsi suspendu à votre propre main pendant 40 à 50 secondes, jusqu'à ce qu'il tombe brusquement, pendant qu'Eusapia pousse un soupir de soulagement, comme si elle venait de cesser un violent effort.
Cette expérience est du plus haut intérêt parce que l'impossibilité d'un truc est de toute évidence. J'en ai été témoin plusieurs fois. Elle a été obtenue à Palerme avec Eusapia en juillet et août 1902. Dans le compte-rendu de ces séances, on peut cependant lire « À 2 reprises, alors que nous n'étions pas en séance, et qu'Eusapia se trouvait en pleine lumière tout près d'une table où se trouvaient plusieurs bibelots, elle s'est servie d'un fil qu'elle avait entre ses mains pour déplacer ces objets et nous a permis de croire qu'elle se livrait à une fraude consciente. » Comme les expérimentateurs rendent ailleurs pleine et entière justice aux facultés extraordinaires d'Eusapia, nous sommes portés à conclure qu'ils avaient réellement vu un fil, mais qu'ils avaient eu le tort de ne point s'assurer de la nature de ce fil. Ils auraient alors pu constater que ce fil était purement fluidique, ainsi que cela a été démontré au cours des séances tenues en mars et avril 1903, avec le même médium, chez le chevalier Peretti, à Gênes. Voici comment l'un des témoins, M. Bozano, narre le fait. La séance était à peine finie. La pièce était éclairée par une lampe électrique à la lumière rouge. Le médium, encore un peu épuisé, était assis auprès de la table. Tout à coup, il parut se réveiller de l'espèce d'engourdissement dans lequel il se trouvait. Il se frotta les mains. Après quoi, en les éloignant l'une de l'autre et les portant en avant, il les approcha d'un petit verre posé sur la table. Alors, en faisant avec les mains des mouvements, tantôt en avant, tantôt en arrière, il parvenait à imprimer au petit verre en question des mouvements analogues de traction et de répulsion à distance. Pendant que se déroulait ce phénomène, tous les expérimentateurs furent à même d'apercevoir très clairement, à l'improviste, quelque chose comme un gros fil de couleur blanchâtre, lequel partant d'une manière indéfinie des phalangettes des doigts d'une main d'Eusapia, allait se joindre d'une façon tout aussi peu définie aux phalangettes des doigts de l'autre main. Aucun doute, le médium trichait. Chacun des expérimentateurs ne put s'empêcher de songer en ce moment à l'épisode de Palerme. Voilà que le médium lui-même se prend à s'écrier avec un ton de joyeuse surprise. « Tiens, regardez le fil! Regardez le fil !» À cette exclamation spontanée du médium, le chevalier Peretti imagina de tenter une épreuve aussi simple que décisive. Il allongea le bras et commença à presser légèrement, et ensuite à tirer vers lui, lentement, ce fil qui s'arqua, résista un instant, puis se brisa et disparut tout à coup. Une brusque secousse nerveuse fit tressaillir le corps du médium. Inutile de décrire l'étonnement général. Un tel fait suffisait à résoudre d'un coup toute incertitude. Il ne s'agissait point d'un fil ordinaire, mais d'un filament fluidique. M. Bozano s'en est du reste assuré encore plus complètement au moyen d'une vingtaine d'observations faites ensuite au courant des séances de Gênes et où le phénomène s'est reproduit, quoiqu'un peu atténué, grâce au dispositif suivant. Quand le médium avait donné une bonne séance et qu'on supposait qu'il était dans de bonnes conditions pour extérioriser son fluide, on n'avait qu'à étendre, en pleine lumière, sur son giron, un drap noir, et à disposer la table ou un meuble quelconque de telle façon que son ombre tombât sur le drap en question. Puis on plaçait les mains du médium dans l'étendue de l'ombre, les 2 pointes vis-à-vis de l'autre, à une distance de 10 centimètres environ, les dos des mains soulevés et les doigts légèrement ouverts. Quelques instants après, on pouvait observer distinctement quelques filaments fluidiques fort minces, d'une couleur blanchâtre, qui, en partant de chacune des phalangettes d'une main d'Eusapia, allaient se rattacher à chacune des phalangettes correspondantes des doigts de l'autre main. Grâce à ce filament fluidique, on peut donc expliquer certains mouvements qui paraissent se produire en contradiction avec les lois de la pesanteur. Sainte Thérèse a eu de nombreuses lévitations. Voici comment les rapporte un de ses historiens. Le guide spirituel du monastère, Saint Jean de la Croix, venait joindre quelquefois ses ardeurs à celles de Thérèse. Un jour, fête de la Très Sainte Trinité, ils s'entretenaient ensemble, au parloir, de ce grand mystère vers lequel ils étaient portés par les mêmes attraits. Thérèse, à genoux d'un côté de la grille, semblait plutôt en oraison qu'en conversation. Le prêtre Jean de la Croix, assis de l'autre côté, parlait avec le feu que seul l'amour divin communiquait à son langage doux et calme d'ordinaire. Au milieu de leur discours, le ciel s'ouvre au-dessus de leur tête, et leurs 2 âmes, unies dans une sublime contemplation, s'élancent vers le bien suprême qu'il leur est donné d'entrevoir. À ce moment, la sœur portière, Béatrix de Jésus, chargée de transmettre un message à sa mère prieure, frappe à la porte du parloir. Personne ne répond. Elle frappe encore,
Enfin, elle pousse la porte. Le saint et la sainte sont l'un et l'autre élevés au-dessus du sol dans la situation qu'ils occupaient auparavant. Jean de la Croix assis sur sa chaise qu'il a inutilement saisie de ses 2 mains pour se retenir à terre et qu'il a au contraire emporté avec lui. Thérèse toujours à genoux et soutenue en l'air. À cette vue, sœur Béatrix, hors d'elle-même, appelle les religieuses qu'elle peut trouver hors du parloir, et une partie de la communauté devient ainsi témoin du double prodige. On ne put en garder entièrement le secret avec la Sainte Mère. « Que voulez-vous, mes filles » répondit-elle dans sa gracieuse humilité. « On ne peut parler de Dieu avec le Père Jean. Non, seulement il tombe aussitôt en extase, mais il fait y entrer les autres. » La sainte a décrit elle-même les sensations qu'elle éprouvait au moment de ces lévitations, dans son autobiographie dont Monseigneur Méric a publié de nombreux extraits que nous lui empruntons. L'âme, dans ces ravissements, semble quitter les organes qu'elle anime. On sent d'une manière très sensible que la chaleur naturelle va s'affaiblissant et que le corps se refroidit peu à peu, mais avec une suavité et un plaisir inexprimables. Dans l'oraison d'union, nous trouvons encore, comme dans notre pays, nous pouvons presque toujours résister à l'attrait divin, quoique avec peine et un violent effort. Mais il n'en est pas de même dans les ravissements. On ne peut presque jamais y résister. Prévenant toute pensée et toute préparation intérieure, ils font souvent sur vous avec une impétuosité si soudaine et si forte que vous voyez. Vous sentez cette nuée du ciel ou cet aigle divin vous saisir et vous enlever. Mais comme vous ne savez où vous allez, la faible nature éprouve à ce moment, si délicieux d'ailleurs, je ne sais quel effroi dans le commencement. L'âme doit montrer ici beaucoup plus de résolution et de courage que dans les états précédents. Il faut en effet qu'elle accepte à l'avance tout ce qui peut arriver, qu'elle s'abandonne sans réserve entre les mains de Dieu et se laisse conduire par lui où il lui plaît, car on est enlevé, quelque peine qu'on en ressente. J'en éprouvais une si vive, par crainte d'être trompé que, très souvent en particulier, mais surtout quand j'étais en public, j'ai essayé de toutes mes forces de résister. Parfois je pouvais opposer quelque résistance, mais comme c'était en quelque sorte lutter contre un fort géant, je demeurais brisé et accablé de lassitude. D'autres fois, tous mes efforts étaient vains. Mon âme était enlevée, ma tête suivait presque toujours ce mouvement sans que je puisse la retenir, et quelquefois même tout mon corps était enlevé, de telle sorte qu'il ne touchait plus à terre. J'ai été rarement ravi de cette manière. Cela m'est arrivé un jour où j'étais au cœur avec toutes les religieuses et prête à communier. Ma peine en fut extrême dans la pensée qu'une chose si extraordinaire ne pouvait manquer de causer bientôt une grande sensation. Comme ce fait est tout récent et s'est passé depuis que j'exerce la charge de prieur, j'usais de mon pouvoir pour défendre aux religieuses d'en parler. En plus d'une circonstance, j'ai fait ce que je dis le jour de la fête du saint patron de notre monastère. Pendant le sermon auquel assistaient plusieurs dames de qualité, je vis que la même chose allait m'arriver. Je me jetai soudain à terre, mes sœurs accoururent pour me retenir, et le ravissement ne put échapper au regard. Je suppliai instamment notre Seigneur de vouloir bien ne plus me favoriser de ces grâces qui se trahissent par des signes extérieurs. J'étais déjà fatigué de la circonspection à laquelle elle me condamnait, et malgré mes efforts, je regardais comme impossible de les tenir cachés. Lorsque je voulais résister, je sentais sous mes pieds des forces étonnantes qui m'enlevaient. Je ne saurais à quoi les comparer. Nul autre de tous les mouvements qui se passent dans l'esprit n'a rien qui approche d'une telle impétuosité. C'était un combat terrible. J'en demeurais brisé. Quand Dieu veut, toute résistance est vaine. Il n'y a pas de pouvoir contre son pouvoir. Quand Dieu veut, nous ne pouvons pas plus retenir notre corps que notre âme. Malgré nous, nous voyons que nous avons un maître et que de telles faveurs sont un don de sa main et nullement le fruit de nos efforts, ce qui imprime dans l'âme une humilité profonde. Au commencement, je l'avoue, j'étais saisi d'une extrême frayeur. Et qui ne le serait en voyant ainsi son corps s'élever de terre? Car, quoique l'âme l'entraîne après elle, avec un indicible plaisir quand il ne résiste point, le sentiment ne se perd pas. Pour moi, du moins, je conservais de telle sorte que je pouvais voir que j'étais élevé de terre. À la vue de cette majesté que déploie ainsi la puissance, on demeure glacé d'effroi, les cheveux se dressent sur la tête, et on se sent pénétré d'une très vive crainte d'offenser un Dieu si grand. Mais cette crainte est mêlée d'un très ardent amour,
et cet amour redouble en voyant jusqu'à quel excès Dieu porte le sien à l'égard d'un ver de terre qui n'est que pourriture. Car, non content d'élever l'âme jusqu'à lui, il veut élever aussi ce corps mortel, ce vil limon souillé par tant d'offenses. Je reviens aux ravissements et à leurs effets ordinaires. Souvent mon corps en devenait si léger qu'il n'avait plus de pesanteur. Quelquefois c'était à un tel point que je ne sentais plus mes pieds toucher la terre. Tant que le corps est dans le ravissement, il reste comme mort et souvent dans une impuissance absolue d'agir. Il conserve l'attitude où il a été surpris. Ainsi il reste sur pied ou assis, les mains ouvertes ou fermées, en un mot, dans l'état où le ravissement l'a trouvé. Giordano Bruno dit, à propos de la puissance de concentration de l'âme, et en parlant de saint Thomas d'Aquin, « Quand il s'élevait avec toute la force de son âme et toute sa piété à la contemplation spirituelle de ceux qu'il croyait être le ciel, tout son être sentant et agissant se concentrait à un tel degré dans cette pensée unique que son corps se détachait du sol et s'élevait en l'air. » Voici maintenant quelques cas qui ont été décrits et affirmés juridiquement. Le premier en date se trouve à la Bibliothèque nationale. C'est le procès-verbal fait pour délivrer une fille possédée par le malin esprit à Louviers en 1591 par Louis Morel, écuyer, sieur de la Tour, conseiller du roi, prévôt général en la maréchaussée de France et en la province de Normandie, assisté de M. Robert Behotte, licencié éloy, avocat et lieutenant général de M. le vicomte de Rouen, à la résidence de Louviers. La fille dont il est ici question était une pauvre servante, Françoise Fontaine, ni sainte ni sorcière, mais affligée de manifestations si extraordinaires qu'elle avait demandé tous les secours, y compris ceux de la religion, pour en être délivrée, et qu'on avait fini par la garder dans la prison de Louviers pour éviter les accidents. Ces manifestations, parmi lesquelles se trouvaient des coups frappés dans les murs, des transports d'objets mobiliers et des enlèvements de son propre corps, si brutaux qu'elle et les assistants en étaient souvent grièvement blessés, sont longuement exposés dans le procès-verbal avec les attestations des témoins. Je me bornerai à reproduire ici le récit de celles qui eurent lieu lorsqu'on eut recours à l'exorcisme, en y mettant l'orthographe et la ponctuation moderne pour rendre un peu plus claire la rédaction assez confuse du prévôt de Normandie. Suivant ce que nous avons arrêté le jour d'hier avec ledit curé Pellette, nous sommes partis de notre logis et venus trouver celui curé Pellette, environ sur les 6 à 7 heures du matin, avec lequel nous sommes transportés aux prisons de cette dite ville de Louviers, ayant amené avec lui un clerc qui portait l'eau bénite, et nous avons commandé aux dits Vimont, Dupuis, Helot, Dubusque, le prévôt et autres, nos archers, nous accompagner, ce qu'ils ont fait. Et sommes entrés en cette prison et avons trouvé la dite Françoise qui était en une petite chambre haute, couchée toute vêtue sur une couchette, avec 5 ou 6 prisonniers qui la gardaient, laquelle avait le visage tout en sang, comme d'égratignures, à laquelle nous avons demandé qui lui avait fait cette égratignure. Par la dite Françoise fait réponse que c'était l'esprit qui la tourmentait qui lui avait fait les dites égratignures, samedi au soir dernier en notre présence comme nous l'interrogions, l'ayant ledit esprit leur jeté par terre à cause de ceux qu'elle nous avait confessés, comme nous avions pu voir. À laquelle Françoise nous avons usé de plusieurs remontrances pour la réconcilier en la crainte et amour de Dieu, lui remontrant qu'en reconnaissant Dieu, lui criant merci, confessant ses fautes, lui en demandant pardon et renonçant au diable, elle pouvait sortir des tourments où le malin esprit l'avait conduite, par le moyen d'une confession générale de ses péchés qu'il fallait qu'elle fît audit curé Pellette et se mettre en bon état pour ouïr la messe et recevoir le saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'elle a promis de faire. Ce fait, le dit curé Pellette lui avait baillé de l'eau bénite, et Issel oui de confession, après laquelle nous avons Issel Françoise prise, menée et conduite avec nos 10 archers, étant enserrés par les mains à l'église Notre-Dame de cette dite ville de Louviers, où entrant ledit curé Pellette, qui marchait devant vêtu de son surplis et de son étole, lui avait jeté de l'eau bénite. Et nous, après lui, ayant notre bâton de prévôt en la main, l'avons conduite en la chapelle de la Trinité, où l'on avait fait accommoder l'autel pour dire la messe, et devant lequel autel nous avions fait mettre des bancs, sur l'un desquels elle s'est appuyée, s'étant mise à genoux et commencé à prier Dieu, étant toujours auprès d'elle ledit curé Pellette, vêtu de son dit surplis, ayant son étole au cou. Et nous sommes mis au coin de l'autel où l'on commence à dire la messe,
pour voir quelle contenance tiendrait ladite Françoise sans qu'elle nous aperçût. Et lors et à l'instant, Jean Buisson, prêtre chapelain de ladite église, qui était revêtu de ses ornements sacerdotaux pour dire et célébrer la messe, ayant fait allumer un grand cierge qu'il avait fait mettre sur le bord de l'autel, près de nous, et après a commencé à célébrer une basse messe où s'étaient trouvés présents plus de 1200 personnes, tant catholiques que huguenots de la nouvelle prétendue religion, soldats et autres gens de qualité. Et entre autres personnes de qualité étaient le sieur abbé de Mortemer, le sieur Ratte, abbé et conseiller au Parlement de Toulouse, le sieur de Rubempré, le sieur baron de Neufbourg, le sieur baron des Noyers, le sieur Séguier, grand maître des eaux et forêts de France, me Jacques Duval, médecin à Évreux, me Jonas Marie, receveur des tailles en l'élection de Montivilliers, Nicolas Coquet, prêtre dudit Louvier, Pierre Behotte, Jacques Surgy, Guillaume Jugé l'aîné, Robert Langlois, bourgeois et marchand, dudit Louvier. Laquelle Françoise s'était mise en prière et en état d'ouïr sagement la messe, sinon que lorsque ledit Buisson prêtre a commencé à dire l'évangile, ladite Françoise avait commencé à sommeiller, la tête lui étant tombée sur ledit banc devant lequel elle était à genoux, comme si elle eût été pâmée et évanouie. De quoi nous avons averti ledit curé Pellette, qui nous regardait et avait l'œil sur nous, comme nous l'en avions prié, afin de l'avertir si nous apercevions que ladite Françoise fit quelque chose. Lequel curé Pellette l'avait exorcisée, et à elle jeté de l'eau bénite, laquelle s'était aussitôt revenue, s'étant levée et fait le signe de la croix, et oui, et entendu ledit évangile attentivement. Après ledit évangile dit, elle avait été à l'offrande où elle avait été conduite par ledit curé Pellette. Lors de l'élévation du Saint-Corps de notre Seigneur Jésus-Christ, elle avait celui regardé fort attentivement, faisant toujours mine de le prier et adorer, sans avoir été aucunement tourmentée. Après laquelle élévation, ledit curé lui avait présenté la paix qu'elle avait baisée. Et sur ce que ledit Buisson prêtre a voulu parachever de dire la messe, le livre et missel étant changés de lieu et remis sur le bout de l'autel où il avait commencé la dite messe, étant à l'action de grâce d'Issel, ledit curé Pellette avait commandé au dit Buisson prêtre de ne parachever sa dite messe qu'il n'eût administré le Saint-Sacrement et l'Eucharistie à la dite Françoise. Lequel Buisson s'étant arrêté, celui curé Pellette, vêtu toujours de son surplis et ayant l'étole au cou, s'étant approché d'Issel Françoise, laquelle il avait ouï de rechef de confession, et ayant Issel exorcisé et conjuré ledit malin esprit auquel ladite Françoise a déclaré publiquement qu'elle renonçait, ledit curé Pellette a pris la Sainte Eucharistie pour la lui bailler et faire recevoir. S'étant approché d'elle après avoir fait dire à ladite Françoise tout hautement son miserature et confiteor, il s'était apparu comme une ombre noire hors de l'église, qui avait cassé un losange des vitres de ladite chapelle et pris le cierge qui était sur l'autel, qu'il avait éteint, et Issel Françoise étant à 2 genoux, avait été enlevée fort épouvantablement, sans avoir pu recevoir le Saint-Sacrement, ouvrant la bouche, ayant les yeux tournés en la tête, avec un geste tant effroyable, qu'il avait été besoin, à l'aide de 5 à 6 personnes, la retirer par ses accoutrements comme elle était enlevée en l'air, laquelle ils avaient jetée à terre, ayant été contraints de se jeter sur elle à cause que cela la voulait enlever, sans toutefois voir ni apercevoir aucune chose, où s'était aussitôt présenté ledit curé Pellette, qui avait Issel exorcisé et à elle jeté de l'eau bénite, même conjuré ledit malin esprit, laquelle était revenue, à soi, étonnée et débile. Ce que voyant, ledit curé avait de rechef fait abjurer à ladite Françoise ledit malin esprit, et à elle fait plusieurs remontrances pour le salut de son âme, à quoi ladite Françoise avait prêté l'oreille. Cela fait, ledit curé avait de rechef présenté la Sainte Hostie à ladite Françoise, pour laquelle recevoir s'étant mise à 2 genoux, ledit curé lui présentant, Issel Françoise à de rechef était enlevée de terre plus haut que l'autel, comme si on l'eût prise par les cheveux, d'une si étrange façon que cela avait grandement étonné les assistants qui n'eussent jamais cru voir une chose si épouvantable. S'étant tous jetés à 2 genoux contre terre et commencé à prier Dieu et implorer sa grâce pour la délivrance de ladite Françoise. Ayant été de besoin pour Issel reprendre, que plusieurs hommes se soient jetés à ses accoutrements et Issel abattu à terre, s'étant jeté sur elle pour s'opposer à l'effet de l'ennemi qui la voulait enlever, ayant ladite Françoise la bouche torse et ouverte, les yeux qui lui sortaient de la tête,
les bras et les jambes tournés sens dessus dessous. Ce que voyant, le dit curé Pellette s'était approché auprès d'elle, lui ayant jeté de l'eau bénite, Issel exorcisé et conjuré le dit malin esprit. Ayant la dite Françoise la face contre Mont, et ayant demeuré quelque temps en cet état, le dit curé Pellette ayant fait allumer un autre cierge, la dite Françoise était revenue à soi et reprit ses esprits. Et après que la dite Françoise à derechef crié merci à Dieu et renoncé au dit malin esprit, étant à deux genoux s'approchant le dit curé Pellette auprès d'elle pour lui présenter la sainte Eucharistie, afin de Issel recevoir, pour la 3e fois elle avait été comme devant empêchée de se faire, ayant été enlevée pour la 3e fois par-dessus une grande forme ou banc qui était devant l'autel où l'on célébrait la messe, et emportée en l'air du côté où la vitre avait été cassée, la tête en bas, les pieds en haut sans que ses accoutrements fussent renversés, au travers desquels, devant, avec derrière, il sortait une grande quantité d'eau fumée puante. Ayant été plus tourmenté que devant, avec une telle manière et fureur, que c'était chose horrible à voir et incroyable à ceux qui ne l'ont vue. Laquelle Françoise fut quelque temps ainsi transportée en l'air, sans que l'on la pût reprendre. Mais enfin 7 à 8 hommes s'étaient jetés à elle, qui avaient Issel reprise et mise contre terre, étant tourmentés de telle façon que c'était chose horrible et pitoyable à voir, tellement que ceux qui étaient là présents en grand nombre tant catholiques que de la nouvelle religion réformée avaient pitié, s'étant mis à genoux et commencé à prier Dieu pour le salut de l'âme de la dite Françoise. Pendant lesquelles prières le dit curé Pellette s'était approché de la dite Françoise où, tout de nouveau, il avait Issel exorcisé et conjuré le dit malin esprit, et lui ayant jeté de l'eau bénite, était revenu et repris ses esprits ayant déclaré tout hautement la dite Françoise qu'elle renonçait au diable, criait merci à Dieu et lui demandait pardon de ses fautes. Disant la dite Françoise de soi-même que la première fois que le dit curé Pellette lui avait présenté la sainte Eucharistie, elle avait vu le dit malin esprit qui était entré par un trou qu'il avait fait en une vitre de la dite chapelle, étant à main droite, qu'elle nous a montré, et avait éteint le cierge qui était allumé sur l'autel où l'on célébrait la messe et Issel Françoise, pris par les cheveux pour l'enlever et emporté par le trou de la dite vitre, de peur qu'elle ne reçût le saint corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rapport ajoute que le curé Pellette s'étant souvenu que, toutes les fois que Françoise avait été enlevée, cela avait été par les cheveux, il les lui fit raser. À la suite de cette opération et de l'exorcisme qu'on vient de lire, la pauvre fille fut complètement guérie. J'ai cité ce long texte in extenso pour que le lecteur pût bien se faire une idée du soin avec lequel les faits avaient été observés. Il ne peut y avoir de doute sur ceci que Françoise a été, pendant la messe, soulevée 3 fois dans les airs, de telle manière qu'on ne saurait confondre ces lévitations avec des contorsions et des sauts. Dans les différentes circonstances relatées, l'homme de science ne peut retenir que quelques particularités. Telle est l'adhésion au corps des jupons qui ne se renversait pas quand Françoise avait la tête en bas, ce qui prouve que la force inconnue qui soustrayait son corps aux lois de la pesanteur s'appliquait également à ses vêtements, phénomène qu'on a observé d'autrefois. Tel est également le fait que l'ablation de la chevelure a fait cesser, ou plutôt a contribué à faire cesser les manifestations, fait qu'on peut rapprocher de cette observation que la force psychique se dégage souvent par les cheveux, comme l'électricité. Tel est encore l'état de prostration de Françoise après les lévitations, circonstance qu'on observe toujours après les dépenses considérables de force psychique. Je pourrais également ajouter la sensation de vent froid, dont il n'est pas parlé dans le récit reproduit plus haut, mais qui est souvent indiqué dans les autres parties du procès verbal, au moment de l'apparition du phénomène, ainsi que beaucoup d'expérimentateurs l'ont constaté dans des manifestations analogues. Le fameux recueil des causes célèbres contient, dans son tome 4, imprimé en 1738, 2 documents cités à propos du procès de Louis Gaufridi, ce prêtre de Marseille qui avait été brûlé comme sorcier en 1711 par arrêt du Parlement de Provence et relatif à des faits contemporains du narrateur. L'un se rapporte à une demoiselle Thévenet, de Corbeil, qu'on supposait posséder, et au sujet de qui l'archevêque de Paris fit faire une information. Voici les principaux faits qu'on dit avoir constatés. Premièrement, cette demoiselle s'est élevée à 7 ou 8 pieds dans un jardin et jusqu'au plancher dans sa chambre. Deuxièmement, elle a enlevé son frère et sa garde jusqu'à 3 pieds sans aucun point d'appui. Troisièmement,
Ses jupes se sont repliées par-dessus sa tête, quoiqu'elle s'élevât debout en l'air. Quatrièmement, elle s'est élevée dans le lit avec sa couverture, jusqu'à 3 et 4 pieds, de la même façon qu'elle s'était couchée, c'est-à-dire le corps étendu horizontalement. L'autre document est un rapport médical relatif à 8 personnes de la paroisse de Langres, diocèse de Bayeux, également prétendu possédé. Voici ce rapport. Nous sous-signés, Nicolas Andry, conseiller, lecteur et professeur royal, docteur, régent et ancien doyen de la faculté de médecine de Paris, censeur royal des livres, etc., avons examiné avec tout le soin possible le mémoire qu'on nous a présenté. En conséquence de quoi, certifions avoir trouvé dans ledit mémoire 4 cas singuliers qui nous paraissaient passer les forces de la nature et ne pouvoir être attribués à aucune force physique, savoir. Premièrement, que les personnes y mentionnées. Deuxièmement, que souvent elles pèsent, dans le temps de leur syncope, au moins le double de ceux qu'elles pèsent dans leur état naturel, de sorte que 2 hommes ont eu quelquefois de la peine à porter un enfant de 10 ans. Bien plus, que 4 hommes n'ont jamais pu, plusieurs fois et en différents temps, enlever une autre de terre où elle était étendue, quelque effort qu'ils fissent pendant un temps considérable. Et dès qu'un prêtre y fut arrivé, et qu'il eut commandé aux démons de lui rendre la connaissance et la liberté de se relever elle-même, elle recouvra l'une et l'autre. De plus, que 2 hommes la portant un autre jour, dans ce même état, 2 autres hommes s'étant joints à eux pour les aider à la porter, son corps devint tout à coup si pesant qu'ils eurent toute la peine gagner sa maison, quoique proche, déclarant qu'ils auraient eu moins de peine à porter chacun un sac de blé. Troisièmement, silence. Quatrièmement, qu'il y en a une qui, voulant se jeter un jour par la fenêtre d'un escalier d'un second étage, demeura suspendue debout en l'air, sans aucun appui sous les pieds, et sans tenir à rien, pendant tout le temps qu'il fallut pour monter à cet étage et la retirer. Qu'elle s'est mise une autre fois un talon sur le bord extérieur du linteau de la fenêtre d'une chambre, l'autre pied en l'air, et tout le corps penché sans se tenir à rien. Qu'elle s'est assise sur le bord intérieur d'un puits, tout le corps en dedans, sans aucun appui sous les pieds, et pendant tout cela toujours en syncope. Lesquelles choses énoncées dans ces 4 articles certifions comme ci-dessus passer les forces de la nature et ne pouvoir être attribuées à aucune force physique, le tout sans prétendre rien aux autres articles qui peuvent être du ressort de la physique et de la médecine. Après avoir lu et examiné le mémoire ci-dessus, après avoir appris de plus l'inutilité des remèdes employés par les médecins, nous croyons que la physique ne peut expliquer quelques-uns des faits énoncés, tels, par exemple, que d'être suspendu en l'air sans tenir rien, etc., et que la nature toute seule, en santé ou en maladie, ne les peut produire. En foi de quoi, adhérant aux 4 articles extraits par nos confrères, Andry et Winslow, sans rien décider sur les autres articles, nous avons signé à Paris, ce 7 mars 1735. Chaumel, conseiller, médecin du roi, associé vétéran de l'Académie royale des sciences et docteur régent de la faculté de médecine de Paris. Chaumel fils, docteur régent de la faculté de médecine de Paris. Chapitre 3. Les lévitations ont eu souvent une telle durée qu'elles ont pu se fixer nettement dans la mémoire des artistes et être reproduites par la peinture et la gravure. Le musée du Louvre possède un tableau de Murillo, catalogué sous le numéro 550 bis et appelé le miracle de San Diego. Nicolas Lapiccola a représenté Saint Martin de Porres, qui était mulâtre et de l'ordre des frères prêcheurs, se précipitant à travers les airs vers un crucifix placé sur l'autel. Saint Pierre d'Alcantara et Sainte Jacinthe ont été également peints en train de s'élever vers un crucifix. On a vu sur des tableaux Saint Joseph de Cupertino, l'homme qui posséda au plus haut degré cette singulière propriété, volant vers l'hostie au moment de la bénédiction, arrivant à travers les airs jusqu'au pape Urbain Septei pour lui baiser les pieds, volant dans une église par-dessus la tête des assistants pour se porter vers une statue de la Vierge, ou encore s'élever en consacrant l'hostie. On m'a signalé de plus un tableau du cavalier Mazzanti, gravé en 1780 par Gaspard Froid et représentant Joseph de Cupertino, partant de son monastère dans les airs, en présence de 2 moines. Saint Thomas de Cora s'élevait au moment où il donnait la communion. Le frère Humile de Bisignano, de l'ordre des mineurs réformés de la province de Calabre, l'évitait.
On connaît 8 planches différentes d'une gravure représentant le pape Pie II en lévitation, avec cette inscription « Pius VII, Pont. Max. Savonae in extasim iterum raptus, di Assumptionis B. Mariae Fi, 13 Calendas, Septembris 1811. » Une gravure italienne représente Sainte Catherine de Sienne se tenant en l'air pendant que des prêtres écrivent ces paroles. Une autre représente la même sainte également en l'air avec l'inscription « Escalerina miraculosament transporta in Siena ». Chapitre 4. J'en ai, je crois, assez dit pour montrer que la lévitation est un phénomène parfaitement réel et beaucoup plus commun qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord. Les lecteurs qui voudront approfondir davantage la question pourront lire dans la mystique divine, naturelle et diabolique de Goethe, les chapitres 21, 22 et 23 du deuxième volume de la marche extatique. Comment les extatiques s'élèvent en l'air, du volume dans l'extase, explication de ces phénomènes, et le chapitre 19 du quatrième volume, du volume diabolique. Comment ce phénomène est commun aux extatiques et aux possédés. Dans la mystique divine de l'abbé Ribet, le chapitre 32 du volume dispense de la loi de la pesanteur. Suspension, ascension, volume extatique. Agilité surnaturelle en dehors de l'extase. Courses aériennes de Sainte Christine l'Admirable. Énergie de cette attraction ascensionnelle. Marche sur les eaux. Explication de ce phénomène. Enfin, dans la physique de la magie que vient de publier récemment en Allemagne, le baron Karl de Prell, le chapitre 7 du premier volume, chapitre qui a pour titre « Gravitation et lévitation » et où le savant auteur essaie d'établir une théorie physique du phénomène basée sur la polarisation de la pesanteur. J'espère être agréable à mes lecteurs en donnant ici un long extrait de ce chapitre dont je dois la traduction au docteur Hahn, bibliothécaire de la faculté de médecine de Paris. Le langage humain n'est pas le résultat du raisonnement scientifique. Il a pris naissance avant toute science. C'est ce qui fait que les termes par lesquels on désigne les phénomènes naturels ne sont pas conformes à la doctrine scientifique, mais à l'idée que s'en faisait l'homme préhistorique. Celui-ci ramenait toujours les choses de la nature à sa propre mesure, et là où, par exemple, il voyait du mouvement, il supposait la vie. Encore aujourd'hui, mouvement et vie restent associés dans le langage. Ainsi, lorsque le vent agite les feuilles d'un arbre, on dit qu'elles se meuvent. Le naturaliste devrait, rigoureusement, protester contre de semblables expressions qui désignent le phénomène tel que nous le voyons, mais non tel que nous le comprenons. La science est donc constamment obligée de parler la langue de l'ignorance, celle des conceptions préhistoriques de l'univers. Et ce qui prouve quelles profondes racines celles-ci ont conservées en nous, c'est le plaisir que nous fait éprouver la poésie. Le poète lyrique qui donne la vie à la nature inanimée flatte ces conceptions primitives qui sommeillent au fond de notre être, transmises à nous par hérédité. Notre langage renferme encore un bon nombre de ces éléments paléontologiques, et bien des traces de cette interprétation subjective des phénomènes naturels se retrouvent non seulement pour notre sens interne, mais pour tous nos sens. Il en résulte une grande confusion dans les discussions scientifiques. Lorsque nous ramassons une pierre, il nous semble qu'une sorte d'activité émane de cette pierre, qu'elle fait comme un effort pour se rapprocher du sol en pesant sur notre main. C'est ce sentiment que nous exprimons en disant « la pierre est lourde ». Nous pensons désigner ainsi la nature de la pierre. Ce sentiment s'est à un tel point généralisé que chacun de nous se croit autorisé à dire « tous les corps sont pesants ». Voilà encore une expression contre laquelle le naturaliste devrait protester, car, pris en lui-même, un corps n'est pas lourd. Il ne semble le devenir que lorsqu'il se trouve dans le voisinage d'un autre corps qui l'attire. Notre langage moderne transforme le fait d'attraction passive en une propriété de la pierre. Il place dans la pierre même la cause de la pesanteur qui réside en dehors d'elle. Étant donné que la terre attire la pierre tenue dans la main, nous faisons abstraction de l'attraction réciproque de la pierre sur la terre pour plus de simplicité. La pierre paraît être lourde, mais ce n'est là qu'une apparence. Si nous pouvions supprimer la terre, il serait facile de le constater. Alors seulement la véritable nature de la pierre apparaîtrait, et celle-ci se montrerait sans poids. Si nous replacions la terre à proximité de la pierre, son état naturel se trouverait modifié. C'est ce que nous appelons pesanteur. Bref, le mot pesanteur indique un rapport entre deux corps et non la nature de l'un d'eux.
C'est la constatation d'une action exercée sur la pierre, mais non l'énoncé d'une cause résidant en elle. Ce n'est pas dans la pierre qu'il faut chercher la cause de la pesanteur, mais hors d'elle, et si cette cause vient à être supprimée, la pierre cesse d'être pesante. C'est en se servant de ce même langage de l'ignorance que les astronomes disent que la Terre pèse des milliards de kilogrammes. Mais si nous pouvions supprimer le Soleil et toutes les étoiles fixes, le poids de la Terre serait nul. Si nous faisons disparaître le corps attractif, l'autre n'est naturellement plus attiré, car c'est uniquement dans l'attraction que consiste la pesanteur. En un mot, la gravitation ne caractérise d'aucune façon l'état effectif et invariable des corps. Mais, dira-t-on, ces considérations sont assez stériles puisqu'en raison de l'impossibilité où nous sommes de nous soustraire à l'attraction de la Terre, des corps sans pesanteur ne peuvent s'offrir à notre examen. Cette réflexion n'est pas juste. Certainement nous ne pouvons supprimer la Terre, mais peut-être sa force d'attraction pourrait-elle être annulée par la mise en jeu de forces capables de transformer, sous des conditions données, la gravitation ou lévitation. Nous connaissons une force de ce genre opposée à la gravitation. C'est le magnétisme minéral. De plus, de nombreuses observations faites dans le domaine de l'occultisme se rapportent précisément à la lévitation, phénomène qui doit son nom à ce que l'on y voit la pesanteur naturelle des corps diminuée ou abolie. Des milliers de témoins assurent avoir vu des tables rester suspendues en l'air, rien qu'en appliquant les mains sur elles, ou même en les tenant au-dessus d'elles à une certaine distance. Voilà 50 ans que les spirites affirment le fait. Leurs adversaires, au lieu d'examiner la chose, répondent simplement « La lévitation est impossible parce qu'elle est contraire à la loi de gravitation ». C'est la répétition continuelle de la scène caractérisée par une ancienne réponse d'oracle. Il entra un sage et avec lui un fou. Le sage examina avant de juger. Le fou jugea avant d'examiner. L'exemple de l'aimant suffit déjà à prouver que, dans certaines circonstances, la lévitation est possible. Reste à savoir si elle peut se présenter encore dans d'autres conditions. Du moment qu'une exception à la loi de gravitation est constatée, d'autres sont, sans doute, possibles. Il peut exister dans la nature d'autres forces capables de l'emporter sur la force d'attraction de la Terre. Une première raison de ne pas opposer à cette hypothèse une fin de non-recevoir, c'est que nous ne savons même pas en quoi consiste la gravitation. Nous en constatons les effets, mais son mode d'action physique nous échappe. Tous les physiciens savent que le processus de l'attraction est encore une énigme. La science aurait donc des raisons majeures pour examiner le phénomène de la lévitation. Il est évident en effet que la connaissance des conditions sous lesquelles la gravitation se trouve annulée ne peut qu'éclairer le phénomène même de la gravitation. Il est non moins évident d'après tout ce qui précède que la lévitation ne peut être comprise qu'à la lumière de nos notions sur la gravitation. C'est donc par l'étude de celle-ci que nous devons commencer. Newton, le premier, a donné la démonstration rigoureuse de la gravitation déjà soupçonnée dans l'Antiquité. Voici l'énoncé de la loi qu'il a établie. Tous les corps s'attirent en raison directe de leur masse et en raison inverse du carré de leur distance. Ce fut la première loi terrestre à laquelle on attribua une valeur universelle. Elle est vraie pour la pierre lancée par un gamin aussi bien que pour la comète qui arrive des profondeurs de l'espace. Tel est le fondement sur lequel a pu s'établir la science moderne de l'astrophysique, science qui part de ce principe que toutes les lois terrestres, lois de la chaleur, de la lumière, de l'électricité, etc., ont une valeur universelle. Newton savait bien qu'il n'avait découvert que la loi de la gravitation, mais non sa cause. Il a, lui-même, avoué ne pas connaître la nature de la gravitation. Il dit « Je n'ai pu encore réussir à déduire des phénomènes observés la raison de cette gravitation. Je ne forge pas des hypothèses non fingo. » Dans une lettre à Boyle, il dit « La gravitation doit être occasionnée par quelque impulsion qui agit d'une façon continue et d'accord avec certaines lois. Je laisse à mes lecteurs le soin de juger s'il s'agit d'une impulsion matérielle ou immatérielle. » Le problème à résoudre ne se range donc pas sous la rubrique gravitation, mais sous la rubrique gravitation et lévitation. Voici ce que dit Newton dans une lettre à Bentley. Il est inconcevable que la matière brute inanimée puisse agir sur la matière, à distance, sans un intermédiaire matériel. Pour expliquer cette action à distance, nous pouvons, d'après les règles de la logique,
énoncer sous deux formes différentes la proposition de Newton et dire ou bien « il est concevable que la matière animée puisse agir à distance » ou bien « il est concevable que la matière inanimée puisse agir à distance par intermédiaire ». La première formule renonce à une solution scientifique et suppose la matière animée, comme l'a fait d'abord Maupertuis et récemment Zoellner. La dernière formule reste dans le cadre des sciences naturelles et implique une conception qu'on trouve déjà chez Newton. Celui-ci supposait l'espace partout occupé par une matière, l'éther, véhicule des phénomènes tels que chaleur, lumière, gravitation, électricité, etc. Avant même la publication de son ouvrage, il écrivait à Boyle « C'est dans l'éther que je cherche la cause de la gravitation ». De même que la loi de la gravitation n'a pu être découverte que par la généralisation d'une loi terrestre, de même nous ne pouvons découvrir la cause de la gravitation qu'en donnant une valeur cosmique à une force terrestre agissant à distance. La science astronomique ne devient une possibilité humaine qu'en présupposant l'universalité des lois terrestres, car celles-ci seules sont accessibles à une vérification expérimentale. Il existe une force terrestre agissant à distance, qui nous paraît appropriée à l'explication de la gravitation. C'est l'électricité. Dans un mémoire sur les forces qui régissent la constitution intérieure du corps, publié en 1836 et reproduit par Zoellner, Mossotti a déjà fait ressortir que la gravitation peut être considérée comme une des conséquences qui régissent les lois de la force électrique. Faraday voulait déterminer expérimentalement les relations qui pouvaient exister entre la gravitation et l'électricité. Il partait de cette prémisse que, si ces relations existent, la gravitation devait renfermer quelque chose qui correspondrait à la nature duale et antithétique des forces électromagnétiques. Il avait bien reconnu qu'au cas où une semblable qualité existerait, il n'y aurait pas d'expression assez forte pour faire ressortir l'importance de ces relations. En effet, ce serait là un fait d'une importance tout à fait extraordinaire, car alors la pesanteur ou gravitation se présenterait à nous comme une force modifiable sous certaines conditions, et sa démonstration aurait pour la science une valeur plus grande que toute autre découverte. Les expériences de Faraday ne donnèrent pas, il est vrai, de résultats positifs, mais ce physicien n'en conserva pas moins la ferme conviction que ce rapport existe. Il est fâcheux que Faraday n'ait pas cherché à découvrir ces relations là où elles existent réellement, c'est-à-dire dans les phénomènes de lévitation de l'occultisme. En 1872, Tisserand a fait de son côté à l'Académie des sciences une communication sur le mouvement des planètes autour du Soleil d'après la loi électrodynamique de Weber. Il a prouvé que les mouvements des planètes s'expliquent aussi bien par la loi de Weber que par celle de Newton, et que cette dernière n'est qu'un cas particulier de la précédente. Plus récemment, Zoellner est revenu à cette idée. La loi de Weber, dit-il, tend à se dévoiler à l'esprit humain comme une loi générale de la nature, régissant aussi bien les mouvements des astres que ceux des éléments matériels. Les mouvements des corps célestes s'expliquent, dans les limites de notre observation, aussi bien par la loi établie par Weber pour l'électricité que par la loi de Newton. Mais, comme celle-ci n'est qu'un cas particulier de la loi de Weber, il faudrait, conformément aux règles d'une induction rationnelle, substituer cette dernière loi à la loi de Newton pour l'étude des actions réciproques entre particules matérielles en repos ou en mouvement. Si donc la pesanteur ou la gravitation est un phénomène électrique, elle doit être modifiable et polarisable par les influences magnétiques et électriques. C'est ce que prouve l'aimant quand il agit en sens inverse de la pesanteur. Celle-ci dépend de la densité et de la cohésion des molécules. La cohésion elle-même ne serait que de l'électricité enchaînée. L'hypothèse qui fait de l'attraction du Soleil sur les planètes un phénomène électrique gagnerait en vraisemblance si l'attraction que Newton attribue à la Lune, et dont l'effet se traduit par les marées, pouvait être imitée électriquement. Or, si d'un liquide on approche un bâton d'ambre rendu électrique par le frottement, on voit se former à la surface de ce liquide une sorte de renflement en bourrelet. Cette hypothèse gagnerait encore en vraisemblance si l'on pouvait mettre en évidence, dans notre système solaire, le fait de la répulsion électrique. C'est précisément le cas de la queue des comètes. Le noyau des comètes, en sa qualité de masse fluide parsemée de gouttelettes, est soumis à l'action de la gravitation et obéit à la loi de Kepler. La queue, c'est-à-dire les vapeurs formées aux dépens du noyau, se comportent d'une façon toute différente. Ces vapeurs ne sont pas attirées par le Soleil,
mais repoussés par lui selon le prolongement de la ligne droite qui relie le Soleil au noyau et qu'on appelle le rayon vecteur. Tout liquide en voie de vaporisation s'électrise, comme on le sait. Nous sommes donc autorisés à supposer que les vapeurs développées aux dépens du noyau cométaire, sous l'influence de la chaleur solaire, sont également électrisées. Comme les électricités de même nom se repoussent, il y aurait lieu de penser que la queue des comètes subit sa répulsion tout simplement parce qu'elle est chargée d'une électricité de même nom que celle du Soleil. Mais, lorsque les comètes se rapprochent du Soleil vers l'époque du périhélie, le processus d'ébullition qui a débuté à la surface de la comète doit gagner de plus en plus en profondeur, et il peut arriver que de nouvelles substances chimiques y prennent part, et que le signe de l'électricité dont les vapeurs sont chargées vienne à changer, c'est-à-dire que ces vapeurs acquièrent une électricité de nom contraire à celle du Soleil. Dans ces conditions, et en raison de l'universalité supposée des lois de la nature, il pourrait se former une queue de comète dirigée vers le Soleil, c'est-à-dire attirée par lui. C'est par ce raisonnement que Zoellner expliquait l'apparence présentée par la comète de 1823, qui présentait deux queues, l'une dirigée vers le Soleil, l'autre en sens opposé, et faisant ensemble un angle de 160 degrés. L'examen de ce phénomène cosmique nous permet de supposer que la gravitation est identique avec l'attraction électrique, mais que par le changement de signe de l'électricité, la gravitation peut être changée en lévitation et réciproquement. Il en résulte pour la science la possibilité de modifier ou d'abolir la pesanteur dans des conditions soumises à des lois. Si la science réussissait à déterminer ces conditions et à en faire l'application technique au mystère de la nature, la vie humaine s'en trouverait modifiée plus profondément que par toutes les découvertes faites jusqu'à ce jour. L'hypothèse de Faraday attribuant à la gravitation le caractère antithétique de l'électricité serait vérifiée. Nous pourrions l'appliquer, et du même coup, les phénomènes de lévitation, si nombreux dans l'occultisme, perdraient leur caractère paradoxal. Chapitre 5. La lévitation du corps humain n'est qu'un cas particulier du phénomène qui consiste à modifier l'attraction exercée par la Terre sur les corps qui se trouvent à sa surface. On vient de voir que, suivant l'hypothèse du savant allemand, l'organisme humain serait susceptible de dégager une force capable d'agir en sens inverse de la pesanteur. J'ai déjà eu l'occasion de citer, soit dans le présent article, soit dans l'étude que j'ai publiée en 1887, un certain nombre de faits confirmant cette hypothèse. Je vais en rappeler quelques autres. Beaucoup de magnétiseurs affirment qu'on peut rendre un objet lourd ou léger en le magnétisant. Allan Kardec rapporte dans le livre des médiums qu'il a vu plusieurs fois des personnes faibles et délicates soulevées avec 2 doigts, sans effort et comme une plume, un homme fort et robuste avec le siège sur lequel il était assis, cette faculté étant du reste intermittente chez les sujets. Il y aurait là un phénomène du même ordre qu'on peut rapprocher de l'expérience suivante, rapportée par le célèbre physicien David Brewster, membre de la Société royale de Londres, dans une de ses lettres à Walter Scott sur la magie naturelle. La personne la plus lourde de la société se couche sur 2 chaises de telle façon que le bas de ses cuisses repose sur l'une et les épaules sur l'autre. 4 personnes, une à chaque pied, et à chaque épaule, cherchent à la soulever et constatent d'abord que la chose est très difficile. Quand elles ont repris, toutes les 5, leur position primitive, la personne couchée donne 2 signaux en frappant 2 fois les mains l'une contre l'autre. Au premier signal, elle et les 4 autres aspirent fortement. Dès que les poumons sont pleins d'air, elle donne le second signal pour l'élévation, qui se fait sans la moindre difficulté, comme si la personne soulevée était aussi légère qu'une plume. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de remarquer que, lorsqu'une des personnes qui soulevait n'aspirait pas en même temps que les autres, la partie du corps qu'elle s'efforçait de soulever restait au-dessous des autres. Bien des personnes ont joué successivement le rôle de porteur ou de portée. Elles ont toutes été convaincues que, par le procédé que je viens de décrire, ou bien le poids du fardeau était amoindri, ou bien la force des porteurs était augmentée. À Venise, la même expérience fut répétée dans des conditions encore plus étonnantes. L'homme le plus lourd de la société fut élevé et porté à l'extrémité de l'index de 6 personnes. Le major H déclare que l'expérience manque quand la personne à élever est couchée sur une planche et que l'effort des autres s'exerce sur cette planche. Il considère comme essentiel que les porteurs se trouvent en contact immédiat avec le corps humain à élever. L'occasion m'a manqué pour vérifier ce fait par moi-même.
Il y a une trentaine d'années, on parvint à constater, à l'aide d'appareils mécaniques, que certaines personnes pouvaient produire des variations dans le poids des corps par leurs propres émanations, et, au mois d'août 1855, le docteur Robert Hare, professeur émérite de chimie à l'Université de Pennsylvanie, montrait au congrès de l'Association américaine pour l'avancement des sciences comment il s'était servi d'une balance à ressort pour manifester une augmentation de 18 livres dans le poids d'un objet avec lequel son sujet ne communiquait qu'au travers de l'eau. La description et le dessin de cet appareil se trouvent dans l'ouvrage que le docteur Hare publia l'année suivante à New York, sous le titre « Expérimental Investigation ». Nous ne le reproduisons pas parce que nous allons le retrouver perfectionné par Sir Crookes. À plusieurs reprises, cet illustre chimiste avait été vivement sollicité de soumettre au contrôle de sa science d'expérimentateur les phénomènes attribués à des personnes habitant alors Londres. En juillet 1870, il répondit à ces demandes par un article inséré dans le Quarterly Journal of Science, d'où j'extrais le passage suivant, qui montre avec quelle défiance il abordait ce genre d'études. J'ai lu la relation d'une quantité innombrable d'observations, et il me semble qu'il y a bien peu d'exemples de réunions tenues avec l'intention expresse de placer les phénomènes, avec les conditions expérimentales, en présence de personnes dûment reconnues aptes, par la direction de leurs études, à peser et à apprécier la valeur des preuves qui pourraient se présenter. Les seules bonnes séries d'expériences probantes dont j'ai connaissance ont été tentées par le comte de Gasparin, qui, en admettant la réalité des phénomènes, arrivait à la conclusion qu'ils n'étaient pas dus à des causes surnaturelles. Le spiritualiste pseudo-savant fait profession de tout connaître. Nul calcul ne trouble sa sérénité. Nulle expérience n'est difficile. Pas de lectures longues et laborieuses. Pas de tentatives pénibles pour exprimer en langage clair ce qui a charmé le cœur et élevé l'esprit. Il parle avec volubilité de toutes les sciences et de tous les arts, submergeant son auditeur sous les termes d'électrobiologie, psychologie, magnétisme animal, etc., véritable abus de mots, qui montre plutôt l'ignorance que le savoir. Une pareille science banale n'est guère propre à guider les découvertes qui marchent vers un avenir inconnu, et les vrais ouvriers de la science doivent, au plus haut degré, prendre garde à ce que les rênes ne tombent pas en des mains incompétentes et incapables. Le vrai savant a un grand avantage dans les investigations qui déjouent si complètement l'observateur ordinaire. Il a suivi la science dès le commencement, à travers une longue suite d'études, et il sait par conséquent dans quelle direction elle le mène. Il sait que, d'un côté, il y a des dangers, de l'autre des incertitudes, et d'un troisième côté, la vérité presque absolue. Il voit une certaine étendue devant lui. Mais, quand chaque pas se dirige vers le merveilleux et l'inattendu, les précautions et le contrôle doivent s'accroître plutôt que diminuer. Les chercheurs doivent travailler, quoique leur travail soit petit en quantité, pourvu que son excellence intrinsèque fasse compensation. Mais, même dans ce royaume des merveilles, cette terre de prodiges vers laquelle la recherche scientifique envoie ses pionniers, y a-t-il quelque chose qui puisse être plus étonnant que la délicatesse des instruments auxiliaires que les travailleurs apportent avec eux pour les aider dans les observations de leurs sens naturels? Le spiritualiste parle de corps pesant 50 ou 100 livres, qui sont élevés en l'air sans l'intervention de forces connues. Mais le savant chimiste est accoutumé à faire usage d'une balance sensible à un poids si petit qu'il en faudrait 10 000 comme lui pour faire un grain. Il est donc fondé à demander que ce pouvoir qui se dit guidé par une intelligence, qui élève jusqu'au plafond un corps pesant, fasse mouvoir sous des conditions déterminées sa balance si délicatement équilibrée. Le spiritualiste parle de corps frappés qui se produisent dans les différentes parties d'une chambre, lorsque deux personnes ou plus sont tranquillement assises autour d'une table. L'expérimentateur scientifique a le droit de demander que ces coups se produisent sur la membrane tendue de son phonotographe. Le spiritualiste parle de chambres et de maisons secouées, même jusqu'à en être endommagées, par un pouvoir surhumain. L'homme de science demande simplement qu'un pendule placé sous une cloche de verre et reposant sur une solide maçonnerie soit mis en vibration. Le spiritualiste parle de lourds objets d'ameublement se mouvant d'une chambre à l'autre sans l'action de l'homme. Mais le savant a construit des instruments qui diviseraient un pouce en 1 million de parties, et il est fondé à douter de l'exactitude des observations effectuées si la même force est impuissante à faire mouvoir d'un simple degré l'indicateur de son instrument. Le spiritualiste parle de fleurs mouillées de fraîches rosées, de fruits
et même d'êtres vivants apportés à travers les croisées fermées, et même à travers de solides murailles en briques. L'investigateur scientifique demande naturellement qu'un poids additionnel, ne fût-il que la millième partie d'un grain, soit déposé dans un des plateaux de sa balance quand la boîte est fermée à clé. Et le chimiste demande qu'on introduise la millième partie d'un grain d'arsenic à travers les parois d'un tube de verre dans lequel de l'eau pure est hermétiquement scellée. Le spiritualiste parle des manifestations d'une puissance équivalente à des millions de livres et qui se produit sans cause connue. L'homme de science, qui croit fermement à la conservation de la force et qui pense qu'elle ne se produit jamais sans un épuisement correspondant de quelque chose pour le remplacer, demande que lesdites manifestations se produisent dans son laboratoire, où il pourra les peser, les mesurer et les soumettre à ses propres essais. C'est pour ces raisons et avec ces sentiments que je commence l'enquête dont l'idée m'a été suggérée par des hommes éminents qui exercent une grande influence sur le mouvement intellectuel du pays. Avant de chercher à construire des instruments spéciaux, M. Crookes voulut se mettre en rapport avec un certain nombre de sujets et s'assurer par les procédés usuels de la nature et de la réalité des phénomènes qu'il avait à étudier. Je vis, dit-il, en 5 occasions différentes, des objets dont le poids variait de 25 à 100 livres, être momentanément influencés de telle manière que moi et d'autres personnes présentes, nous ne pouvions qu'avec difficulté les enlever au-dessus du plancher. Désirant établir d'une manière certaine si cela était dû à un fait physique, ou si c'était simplement l'influence de l'imagination qui faisait varier la puissance de notre propre force, je mis à l'épreuve les phénomènes avec une machine à peser, dans 2 circonstances différentes où j'eus l'occasion de me rencontrer avec M. Ohm chez un ami. Dans le premier cas, l'accroissement de poids fut généralement de 8 livres pour des poids de 36 livres, 48 livres et 46 livres. Expériences qui furent faites successivement et sous le plus rigoureux contrôle. Dans le second cas, qui eut lieu 15 jours, plus tard en présence d'autres observateurs, je trouvai que, dans 3 expériences successives dont les conditions furent variées, l'augmentation de poids fut de 8 livres pour des poids de 23 livres, 43 livres et 27 livres. Comme j'avais l'entière direction des essais susmentionnés, que j'employais un instrument d'une grande exactitude et que je pris tous les soins voulus pour calculer la possibilité de résultats obtenus par fraude, je n'étais pas sans m'attendre à un résultat satisfaisant lorsque le fait fut convenablement expérimenté dans mon propre laboratoire. Pendant les 2 ans que le savant anglais a consacré à ces recherches, il a trouvé 9 ou 10 personnes possédant ce qu'il appelle le pouvoir psychique à un degré plus ou moins grand. Mais cette faculté était si puissante chez M. Ohm et chez M. X que c'est avec ces 2 personnes qu'il a, par raison de commodité, exécuté les 3 séries d'expériences que je vais analyser et qui, nous le rappelons, ont toutes eu lieu dans le laboratoire de M. Crookes. Première disposition. L'appareil destiné à expérimenter l'altération de poids d'un corps consistait en une planche d'acajou de 0,90 mètres de long sur 0,24 de large et 2,5 cm d'épaisseur. À chaque bout, une bande d'acajou large de 4 cm était vissée et formait pied. L'un des bouts de la planche reposait sur une table solide, tandis que l'autre était supporté par une balance à ressort ou peson suspendu à un fort trépied. Le peson était muni d'un index enregistreur automoteur de manière à indiquer le maximum de poids marqué par l'aiguille. L'appareil était ajusté de telle sorte que, la planche d'acajou étant horizontale et son pied reposant à plat sur le support, l'index de la balance indiquait 3 livres anglaises comme fraction du poids supporté. En présence de M. Crookes, de son frère, de son aide de chimie, du docteur William Huggins, membre de la Société royale de Londres, et de M. Sergent Cox, docteur en droit, le sujet assis sur une chaise posa légèrement la pointe de ses doigts sur l'extrême bout de la planche d'acajou, dans une position qui fut constatée par des traits au crayon. Presque aussitôt, les observateurs virent descendre l'aiguille de la balance, qui remonta au bout de quelques secondes. Ce mouvement se répéta plusieurs fois, comme sous des émissions successives de la force psychique, et l'on percevait distinctement le mouvement d'oscillation de l'autre extrémité de la planche. Le sujet prit alors 2 objets qui se trouvaient à sa portée, une petite sonnette et une boîte d'allumettes ordinaires en carton qu'il plaça sous ses doigts pour montrer qu'il n'exerçait aucune pression. On ne tarda pas à voir le mouvement se reproduire avec plus d'intensité encore, et l'enregistreur automatique montra que l'index était descendu jusqu'à 9 livres,
c'est-à-dire qu'il avait indiqué une augmentation de 6 livres dans la fraction du poids supporté par le peson. Afin de voir s'il était possible de produire un effet notable sur cet instrument, en exerçant une pression à l'endroit où le sujet avait mis ses doigts, M. Crooks monta sur la table et se tint sur un pied à l'extrémité de la planche. Le docteur Huggins, qui observait l'index de la balance, constata que le poids entier du corps, 140 livres, ne faisait fléchir l'index que d'1,5 livre, ou de 2 livres quand M. Crooks donnait une secousse. Cette flexion tenait évidemment à ce que, le pied ayant plus de 4 cm de largeur, une partie du poids du corps agissait en avant de l'arête antérieure de la bande d'acajou, autour de laquelle il faisait tourner la planche, tandis que, le sujet plaçant ses doigts en arrière de cette même arête, une pression quelconque de sa part ne pouvait produire aucun effet, et même eût eu pour résultat d'entraver l'abaissement de l'autre extrémité. En admettant même que, trompant la surveillance des yeux qui l'observaient, le sujet eût pu porter un instant ses doigts en avant de l'arête de la bande, il est facile de se convaincre par un simple calcul de proportion que, pour faire descendre l'index jusqu'à 9 livres, il aurait dû produire du côté de B un effort supérieur à son poids tout entier, ce qui est inadmissible pour un homme assis. Deuxième disposition. Crooks voulut toutefois écarter jusqu'à l'idée de cette objection par le dispositif suivant. Il prit une planche d'acajou A, B, semblable à celle de l'appareil précédent, mais sans les 2 bandes formant pied. Près de l'extrémité A, il en fixa une autre F, taillée de manière à faire l'office du couteau d'une balance, reposant sur un solide bâti H, G. L'extrémité B fut encore suspendue à un peson, mais l'index mobile de cet instrument se terminait par une fine pointe faisant saillie et pouvant marquer sa trace sur une plaque de verre enfumée, disposée de manière à se déplacer horizontalement devant lui sous l'action d'un mouvement d'horlogerie. Si le peson est au repos et que le mouvement d'horlogerie vienne à marcher, il en résultera sur la plaque une trace blanche horizontale parfaitement droite. Si le mouvement est arrêté et qu'on place des poids sur l'extrémité de la planche, il en résultera une ligne verticale dont la longueur dépendra du poids appliqué. Si, pendant que le mouvement d'horlogerie entraîne la plaque, le poids de la planche et par suite la tension de la balance viennent varier, il en résultera une ligne courbe d'après laquelle on pourra calculer la tension en grammes à n'importe quel moment de la durée des expériences. À l'extrémité A, on plaça un large vase de verre plein d'eau I, de telle manière que son centre de gravité fut précisément dans le plan vertical, passant par l'arête du couteau F. Dans ce vase, on introduisit un vase de cuivre N, hémisphérique percé de plusieurs trous à sa partie inférieure et relié par un bras rigide M à un support immobile L, de telle manière qu'il y avait un intervalle d'au moins 5 cm entre lui et le vase de verre. Ces dispositions avaient pour but d'empêcher que l'immersion de la main du sujet dans l'eau du vase de cuivre pût produire un effet sensible sur le peson, soit par suite de la force de réaction développée par l'effort même de l'immersion, soit par un choc quelconque imprimé aux parois du vase de verre. En effet, la main entière de l'un des témoins, plongée dans le vase de cuivre, ne provoqua aucun mouvement de l'aiguille du peson. L'appareil étant ainsi disposé, Holmes fut introduit dans la chambre et prié de mettre ses doigts dans l'eau du vase N, ce qu'il fit pendant qu'on lui tenait son autre main et les pieds. Lorsqu'il dit qu'il sentait une influence s'échapper de sa main, M. Crooks fit marcher le mouvement d'horlogerie et presque aussitôt on vit osciller l'extrémité de la planche et l'index du peson tracer sur la plaque de verre la courbe que nous reproduisons dans la figure ci-dessous. Troisième disposition. Le contact par l'eau ayant été démontré aussi efficace que le contact direct, M. Crooks voulut éprouver si la force en question pourrait impressionner le poids, soit en touchant simplement un objet fixe en contact avec l'appareil, soit encore en se tenant simplement à côté. On conserva donc l'appareil précédent en supprimant les vases comme inutiles. M. Holmes plaça ses mains sur le support fixe à une dizaine de centimètres de l'appareil. Un témoin mit ses mains sur les mains de M. Holmes et son pied sur ses pieds. Puis on opéra comme précédemment et on obtint sur la plaque la courbe de la figure ci-dessous. Un jour, M. Holmes, se déclarant mieux disposé que d'habitude, se plaça à 1 mètre de l'appareil. On lui tint solidement les pieds et les mains et on obtint la courbe de la figure ci-dessous. Les courbes de ces figures sont en vraie grandeur. L'échelle verticale qui accompagne la première représente la tension en grains et l'échelle horizontale le temps en secondes. On voit que les tensions maxima ont été,
respectivement dans chaque expérience, de 5500 grains, 33 grammes, 9000 grains, 58 grammes, et 10 000 grains, 64 grammes. Quatrième disposition. M. Crookes, convaincu que la force psychique existe plus ou moins développée chez tous les sujets, imagina un appareil beaucoup plus sensible pour en constater les manifestations. Nous en donnons ci-dessous le plan et l'élévation. Un morceau de parchemin mince A est fortement tendu sur un cercle de bois, de manière à former une sorte de tambour de basque. B, C, est un léger levier parfaitement équilibré pivotant en D, autour d'un axe horizontal. À l'extrémité B se trouve une pointe d'aiguille verticale touchant la membrane A. Au point C, une autre pointe d'aiguille faisant saillie horizontalement et touchant une lame de verre noircie à la fumée. Cette lame verticale peut être entraînée parallèlement au plan vertical, dans lequel se meut le levier, par un mouvement d'horlogerie K. Des trous sont percés dans la paroi du cercle pour permettre à l'air de circuler librement au-dessous de la membrane. Des expériences préalables exécutées par plusieurs personnes permirent de constater que des chocs sur le support fixe ne communiquaient aucun mouvement au levier et que la ligue tracée par l'index restait parfaitement droite quand bien même on cherchait à secouer le support et qu'on frappait du pied sur le plancher. Madame X fut introduite dans le laboratoire. Sans qu'on lui eût expliqué le but de l'instrument, on la pria de placer ses mains sur le support fixe, successivement en divers points plus ou moins éloignés de l'appareil. À chaque fois, bien que M. Crookes tint ses mains sur les siennes, pour s'assurer s'il n'y avait aucun mouvement conscient ou inconscient de sa part, on vit le levier osciller et la pointe tracer diverses courbes, à une échelle un peu plus grande que nature, pour permettre de bien distinguer les petites oscillations. En même temps, on entendait venir du parchemin des bruits semblables à ceux qu'auraient produits des grains de sable projetés à sa surface. Quelquefois les sons se succédaient aussi rapidement que ceux d'une machine d'induction, tandis que, d'autres fois, il y avait plus d'une seconde d'intervalle. Un fragment de graphite placé sur le parchemin était projeté, à chaque coup, à la hauteur d'un demi-millimètre environ. Quelques jours après, Home essaya à son tour l'appareil. Il étendit la main droite au-dessus et à 20 cm environ de la membrane. Crookes lui tenait fortement le bras droit et un autre témoin le bras gauche. Après être demeuré dans cette position une minute, M. Home dit qu'il sentait le fluide passer. On fit alors marcher le mouvement d'horlogerie et l'on vit l'index osciller. Les mouvements étaient beaucoup plus lents que dans le CA précédent et n'étaient point du tout accompagnés des coups vibrants dont il a été fait mention, mais les oscillations présentaient une amplitude beaucoup plus considérable. Sir Crookes fait observer que les phénomènes de cette nature sont généralement précédés par un refroidissement de l'air tout particulier. Sous son influence, dit-il, j'ai vu des feuilles de papier s'enlever et le thermomètre baisser de plusieurs degrés. Dans d'autres occasions, je n'ai remarqué aucun mouvement réel de l'air, mais le froid a été si intense que je ne puis le comparer qu'à celui qu'on ressent lorsqu'on tend la main à quelques pouces du mercure gelé. Après avoir été témoin de l'état pénible de prostration nerveuse dans lequel quelques-unes de ces expériences ont laissé M. Home, après l'avoir vu dans un état de défaillance presque complète, étendu sur le plancher, pâle et sans voix, je puis à peine douter que l'émission de la force psychique ne soit accompagnée d'un épuisement correspondant de la force vitale. Il semble qu'une enquête aussi précise ne doive rien laisser à désirer. Cependant, un certain nombre de lecteurs demanderont peut-être pourquoi d'autres savants n'ont point fait d'expériences analogues et avec d'autres sujets. Je répondrai d'abord que, outre celle du docteur Hare et du docteur Duzard que j'ai signalées plus haut, il y a eu encore celle de M. Boutlereau, professeur de chimie à l'université de Saint-Pétersbourg, pendant l'hiver de 1871. La tension normale du dynamomètre étant de 100 livres, elle fut portée jusqu'à 150 livres, les mains de M. Home étant mises en contact avec l'appareil d'une manière telle que tout effort de sa part aurait diminué la tension au lieu de l'accroître. Je ferai observer ensuite que les facultés dont nous nous occupons sont tout à fait anormales, que rien n'est plus variable, plus mobile que leurs effets, et qu'il est difficile, non seulement de trouver des sujets, mais encore de saisir l'occasion d'expérimenter sur eux avec des appareils préparés à l'avance et dans certaines conditions qui, ici comme pour l'électricité, sont nécessaires pour la production bien nette des phénomènes. Chapitre 6.
La plupart des faits que nous avons cités peuvent certainement s'expliquer par des considérations analogues à celles qu'a développées Karl Duprel. Mais il me paraît non moins certain que quelques autres paraissent dus à des forces tout à fait différentes de celles que nous sommes habitués à considérer en physique, et je terminerai cette étude déjà longue, quoique encore bien incomplète, en rappelant un cas de lévitation qui laisse fort loin derrière lui tous les autres. Ce sont les pérégrinations de la Santa Casa de Notre-Dame de Lorette. Je prie le lecteur de ne me considérer, ici comme pour quelques autres de mes citations, que comme un simple compilateur, un rapporteur qui expose les diverses pièces d'un procès, en laissant à chacun le soin de juger du degré de confiance qu'elle mérite. Je me contenterai donc d'extraire les détails essentiels du phénomène d'une longue dissertation que lui a consacré l'abbé Le Canuts dans le Dictionnaire des prophéties et des miracles faisant partie de l'encyclopédie théologique de l'abbé Migne. Le 10 mai 1204, 2011, sur le sommet aplati d'une colline entre les villes de Fiume et de Tersatz, mais plus près de cette dernière, dans un lieu appelé Raunisa, les habitants aperçurent un édifice qu'ils n'avaient pas vu auparavant. On accourt, on examine. Le bâtiment est construit de pierres de petit appareil, taillées et cimentées, posées sans fondation sur la terre, surmontées d'un clocher. On pénètre dans l'intérieur. L'édifice forme un carré oblong. Le plafond est peint couleur d'azur, divisé en compartiments, semés de petites étoiles dorées. Une frise règne autour, représentant des vases de formes diverses, inclus dans des cerceaux. Les murs sont recouverts d'un enduit, sur lequel on a représenté au pinceau divers mystères de la religion. Une porte latérale a donné l'entrée, une fenêtre s'ouvre à main droite. En face est l'autel dominé par une croix grecque avec le crucifix peint sur toile et collé, et la légende Jésus de Nazareth, roi des Juifs. La Sainte Vierge apparut à ce moment en songe au vénérable Alexandre, curé de Tersatz, et lui dit « Sache que la demeure sacrée récemment apportée dans votre pays est la maison même où j'ai pris naissance et où j'ai passé presque toute ma jeunesse. Les apôtres la consacrèrent. Après avoir été, environnée des plus grands honneurs dans la Galilée pendant de longs siècles, elle a émigré de la ville de Nazareth vers vos rivages parce qu'elle s'est trouvée mise en oubli par la perte de la foi. Alexandre ayant raconté ce songe au gouverneur du pays, on envoya à Nazareth des commissaires pour vérifier le fait. Ces commissaires constatèrent, par le témoignage des habitants et par leurs propres yeux, la disparition de la sainte demeure, prirent les mesures exactes des fondations qui étaient demeurées au niveau du sol et s'assurèrent que le temps de l'enlèvement coïncidait avec celui de l'apparition en Dalmatie. Le bonheur des habitants de Tersatz ne fut pas de longue durée. Au bout de 3 ans et 7 mois, la Sainte Maison disparut. L'émotion fut grande dans tout le pays. Le pieux gouverneur, pour consoler ses ministres de la perte qu'ils venèrent de faire, éleva à ses frais une autre maison pareille à la première. Ses successeurs l'enfermèrent dans une église magnifique. La Sainte Maison avait été transportée de l'autre côté du golfe Adriatique, au milieu d'un bois, à 1000 pas du rivage, près de Recanati dans la marche d'Ancône. Des bergers l'aperçurent les premiers pendant la nuit, environné d'une céleste splendeur, qui attira leur regard. L'un d'eux prétendit même l'avoir vu traversant les airs et se posant après sur la terre. Les bois environnants étaient peuplés de bandits qui, plus d'une fois, assassinèrent les pèlerins qui s'étaient hâtés d'accourir. Aussi le séjour de la Sainte Maison fut-il très court dans cette station. Au bout de 8 mois, elle la quitta pour se rendre à 2000 de là sur une petite éminence où elle ne se trouva point encore à son gré, car, 4 mois après, elle descendit du sommet de la colline et s'établit, à la distance d'un jet de pierre, au milieu de la voie publique, au point où elle se trouve encore aujourd'hui. Le souverain pontife, Boniface VIII, ordonna à l'évêque de Recanati de prendre les mesures nécessaires pour arriver à la constatation authentique de faits si extraordinaires. Une députation composée de 16 personnes partit donc de Recanati pour Tersatz. Les députés prirent les dimensions de la chapelle que les habitants venaient d'élever en place de la Sainte Maison. Ils trouvèrent qu'elle se rapportait exactement à celle qu'ils avaient levée avant leur départ. Ils se dirigèrent de là vers la Palestine, constatèrent l'existence des fondations au lieu indiqué, en prirent les dimensions, consultèrent les traditions et se convainquirent que tout était conforme à ceux qui leur avaient été annoncés d'abord. Leur séjour à Recanati leva les derniers doutes. Fin. Nous venons de découvrir à travers ce voyage captivant le monde mystérieux de la lévitation humaine,
Un phénomène fascinant que beaucoup considèrent comme une énigme de la nature. Albert de Rochas d'Aiglun, avec une rigueur scientifique et une curiosité inépuisable, nous a guidés à travers les récits d'expériences vécues, les témoignages de saints, de mystiques, de yogis et de médiums qui, d'une manière ou d'une autre, ont défié les lois de la gravité pour s'élever dans les airs. Ce phénomène, loin d'être une simple anecdote surnaturelle, nous interpelle sur les capacités inconnues de l'être humain et la puissance inexpliquée de l'esprit sur le corps. Rochas nous a montré que la lévitation n'est pas qu'un symbole religieux ou mystique, mais aussi un défi posé à la science moderne, une porte vers la compréhension de forces psychiques et énergétiques que nous ne maîtrisons pas encore. Nous avons exploré des récits historiques qui nous plongent dans des siècles d'observations minutieuses, de doutes et de croyances. Rochas nous invite à ne pas écarter trop vite ce que nous ne comprenons pas. Chaque témoignage, chaque expérience analysée dans cet ouvrage nous pousse à élargir notre vision du possible. La lévitation, qu'elle soit le résultat d'une force spirituelle, d'un pouvoir psychique ou d'une énergie inconnue, reste un mystère que la science moderne tente encore de percer. Ce livre, La lévitation du corps humain, est bien plus qu'une simple enquête sur un phénomène paranormal. Il est une invitation à explorer les frontières de la conscience et de la matière. En défiant la gravité, la lévitation nous rappelle que la réalité n'est peut-être pas aussi fixe et rigide que nous le pensons. Il existe des forces invisibles, des énergies subtiles que nous n'avons pas encore totalement découvertes ou comprises. Dans cette conclusion, nous devons reconnaître que les mystères de l'esprit humain et de la nature sont encore vastes. Albert de Rochas d'Aiglun nous a fourni non seulement une enquête minutieuse, mais aussi une source d'inspiration pour aller plus loin, pour ne jamais cesser de questionner ce que nous croyons être immuable. Alors, si ce livre vous a intrigué et que vous êtes passionné par la découverte de l'invisible, je vous invite à poursuivre ce voyage avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches qui, eux aussi, pourraient être fascinés par ces mystères. Et si vous souhaitez soutenir notre travail pour continuer à produire ce genre de contenu, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des livres audio gratuits sur des thèmes passionnants comme celui-ci et à explorer encore plus en profondeur les mystères de l'univers. Laissez-nous vos impressions et vos suggestions dans les commentaires et faites-nous part des sujets que vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Nous sommes impatients de vous retrouver très bientôt pour un nouveau voyage dans les arcanes de la science secrète et du spirituel. À très bientôt pour la prochaine aventure.